Bienvenue sur Rugby Physio, le média rugby qui va plus loin. Ici, on reçoit des joueurs professionnels, mais pas que, tous les acteurs du rugby français. On fait aussi de l'actualité et du débat entre nous. Maintenant, place à l'épisode et si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee, je vous mets le lien en description. Pierre Austruy, merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis vraiment trop content. Tu vois, pour introduire ce podcast, je dirais que moi, je suis un peu une anomalie parce que je suis kiné prépa, j'ai joué aussi un peu et du coup, je me suis occupé pas mal de réathlé, de la partie return to play et du coup, j'ai bossé en France, en Nouvelle-Zélande et aux Fidji, donc j'avais l'impression d'être déjà un espèce de cas à part. Mais toi, tu es, je pense, la plus grosse anomalie dont j'ai entendu parler parce que tu as bossé en France, en Russie, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tu as bossé au 7, au 15, au 13. Tu es quand même la plus grosse anomalie que je connaisse, Pierre. Voilà comment je vais introduire ça. Écoute, je sais pas si je dois te dire merci ou je sais pas si l'anomalie c'est une bonne chose ou C'est une très bonne chose. non, merci pour l'invitation, écoute, et puis, félicitations pour ton beau parcours aussi. Ça fait plaisir quand on trouve, quelqu'un d'autre qui a pu, avoir une expérience un peu à l'étranger aussi. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Ouais, complètement, complètement et c'est là que ça va être, très, très, très intéressant. Avant que je t'introduise un peu plus précisément, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Pierre? Oui, oui, du coup, alors, mon nom Pierre, Pierre Orstruy, parcours assez, assez classique de formation en prépa physique, hein, c'est-à-dire, STAPS, en tongs pendant quelques années et puis après on prend ça un peu plus au sérieux quand on arrive sur un master. Joueur de rugby, très, très moyen disons, avec une ou 2 ouvertures peut-être, où ça aurait pu tourner sur une aventure un peu plus professionnelle, mais bon, pour plein de raisons, déjà pas de talent à la base et puis, plusieurs blessures, à droite et à gauche, bon ça a vite coupé court et du coup basculer sur une carrière plutôt de prépa physique pour rester au contact du sport. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai eu la chance, ou j'ai en tout cas j'ai pu, négocier un stage à l'étranger pendant mon master, 1 et mon master 2 à l'époque, ce qui m'a permis d'avoir une première aventure aux États-Unis, puis ensuite en Australie et en fait, à partir de là, j'ai continué sur des expériences à l'étranger, pendant la majorité des quoi 12-13 années maintenant qui sont passées entre aujourd'hui et mon master. Toute ma carrière en rugby, mais j'ai eu la chance de pouvoir goûter aux 3 types de rugby pour l'instant, donc faire, principalement du rugby à 13 au final, pas mal de rugby à 7 et un petit peu de rugby à 15, même si le rugby à 15 c'était à la base, le rugby que j'aime et que je pratiquais. Voilà pour une intro assez, assez brève. Parfait, c'est magnifique. Ton parcours quand même, on va un petit peu l'éplucher ensemble. On va aller voir, pas forcément pour voir les différents types de boulot, pour voir, qu'est-ce que tu as pu apprendre, qu'est-ce que tu as pu goûter comme différentes cultures en termes de différences de rugby, différences aussi d'environnement. Maintenant actuellement, tu es directeur de la perf, donc en gros, prépa physique en chef, on peut dire ça, pour les Warriors en NRL. La NRL pour ceux qui connaissent pas absolument très bien le 13, c'est la plus grosse compétition à 13 au monde. Je pense, hein, ça c'est sincèrement en termes de visibilité, en termes de vues, en termes d'audimat, c'est monstrueux, plus que la Super League, qui est l'autre gros championnat à 13 anglais et c'est un championnat australien avec une petite particularité, c'est qu'il y a un club, une province, je sais pas comment on peut le dire, qui est en Nouvelle-Zélande, qui est basé en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qui s'appelle les Warriors et c'est là où tu travailles. Tu peux me confirmer ça? Ouais, ouais, juste une petite note, hein, mon rôle, c'est, senior strength and conditioning. Donc ils sont quand même très, très bien structurés sur la Mmh. performance en Nouvelle-Zélande, en Australie. Donc j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui est le véritable responsable de la OK, performance, qui lui, dans son rôle, lit médical, coaching, préparation physique et puis en dessous, par contre, j'ai la responsabilité de l'aspect plus prépa physique. Donc en termes de la programmation de l'entraînement et du design des séances de musculation, vitesse, hem, en collaboration avec, entre guillemets, le head of performance et d'autres prépas physiques sur la partie aérobie également. J'interviens et j'ai pas mal de mainmise, mais le vrai responsable de la performance, hem, c'est pas moi, disons aux Warriors. Après bon, OK, très clair. Toi, ça, c'était une autre, juste vas-y, vas-y, juste pour finis. clarifier, je l'étais en Irlande juste avant, je l'étais durant mon passage à Bordeaux-Bègles, je l'ai été à la fédération russe. Là, c'est un poste un tout petit peu moins de management à l'heure actuelle et un peu plus de coaching et de terrain, ce qui est plutôt pas pour me déplaire. Hem, mais bon, ça, c'est juste pour Ouais. mettre les choses, C'est très clair. au Tu vois, clair. maintenant, c'est quelque chose de d'assez,
banalisé d'être directeur de la performance. Quand j'ai bossé au Magpies moi en NPC, à Hawke's Bay, Ouais, et ça a été c'était avant le covid, tu vois? Donc ça devait être, 2000, je sais pas, 19-18, pendant 2 saisons, et c'était là, pour le coup, c'était vraiment des précurseurs là-dessus. Je pense que ça venait aussi du rugby à 13 où il y avait un mec qui chapeautait la partie médicale, la partie sportive et la partie prépa physique, tu vois? Et du coup, tu avais un mec qui faisait le lien entre tout ça, et c'était un gros manque en France quand même, où on avait, un énorme staff de prépa physique avec un chef, un énorme staff de kiné avec un chef et un énorme staff technique avec un chef, et finalement la communication entre les 3, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que l'hémisphère sud, de manière générale, a été assez précurseur sur ces postes de directeur de perf assez globaux. oui, oui, véritablement, exactement, la l je pense que le rugby à 13 et le football australien Mmh. sont les 1ers sports qui ont vraiment, organisé leur staff de performance comme ça, avec un responsable de la performance qui est aussi, entre guillemets, directeur du médical. Même s'il a pas besoin, on lui demande pas d'avoir des connaissances, médicales au niveau d'un médecin. Il sera quand même la personne qui aura le dernier mot sur tous les aspects qui touchent à la préparation physique. Ce qui est différent d'un modèle plus en silo qu'on a l'habitude d'avoir, en Europe ou beaucoup aux États-Unis, si on revient là-dessus. Pour la petite histoire, c'est de façon assez rigolote d'ailleurs quand, Bordeaux, on y reviendra, mais m'a «poché» entre guillemets des Warriors, parce que j'étais déjà aux Warriors il y a plusieurs années, donc là j'y retourne, c'est mon 2e coup aux Warriors. Ils m'ont donné ce titre-là de directeur de la performance et en top 14 en 2018, ça n'existait pas ou très peu. Mmh. Donc quand je me rappelle quand ils m'ont donné ce poste-là, c'était assez choquant pour la plupart des gens dans l'institution. Et même au niveau des médias, il y avait beaucoup, beaucoup de questions et maintenant ça s'est complètement démocratisé. Je crois que, tous les clubs de top 14 en ont un, voire tous les clubs de Pro D2, donc c'est bien, ça montre qu'il y a une véritable progression, sur la façon de structurer des staffs qui sont, en communication permanente au lieu de travailler chacun de leur côté maintenant, ce qui est une Ouais. bonne chose. Compliqué. Les gens qui ont pas bossé à l'intérieur des clubs pro ne se rendent pas compte des problématiques très, très importantes qu'il y a entre ces différents staffs, qui ont finalement des objectifs différents, avec un kiné qui veut absolument pas que le joueur il chute, un prépa qui veut pousser au maximum et augmenter les stats, et un technique qui veut, l'avoir sur le terrain le plus rapidement possible. Donc en fait, tu as à chaque fois des objectifs différents, et du coup, bah, quand ça devient chaud, quand tu as la limite de chacune, bah, c'est souvent là que si tu as pas un mec qui chapeaute tout ça, ça part en cacahuète. Ah oui, oui, c'est vraiment important et puis avoir ce lien en général, cette personne-là est très proche du directeur sportif ou de l'entraîneur en chef, du manager. Et ça permet de faire le lien aussi parce que, les staffs sont de plus en plus étoffés et si tu as un staff de performance à l'heure actuelle où tu as peut-être, 6 préparateurs physiques, 2 kinés, 3 kinés à plein temps, un docteur, hem je pense que si tu vois tout le monde participe à toutes les discussions avec le «même poids» entre guillemets, ça peut vite être compliqué pour l'entraîneur en chef ou le manager, d'y voir clair. Donc c'est bien d'avoir une personne qui puisse un peu, qui a les compétences nécessaires pour arriver à finalement, «décider» entre guillemets après avoir consulté toutes les personnes avec qui il travaille, même si c'est mieux si ça se fait dans un esprit de collaboration et d'échange, mais d'avoir une personne qui puisse faire le relais avec le technique, et le «coaching» entre guillemets, comme ça permet, ouais, si tu veux, une voie plus claire de communication. Sinon, on sait qu'on est dans un métier quand même où il y a quand même pas mal d'ego, ce qui est une bonne chose, hein, égo ça veut pas dire nécessairement quelque chose de mauvais. Mais du coup, c'est important d'avoir cette structure-là, je pense, d'avoir au final un responsable de la performance qui représente son équipe, son staff, son département et qui défend son département, et les intérêts de son département devant le responsable du projet, au sens plus large. Ouais, complètement, complètement. On avait parlé pendant très longtemps avec Bruno Jouan, le kiné du Stade Toulousain, parce qu'ils avaient beaucoup de problématiques par rapport à ça, avec exactement ce que tu décris, espèce de conciliabule à 12 où finalement tu discutes pendant 2 heures, il y a rien qui sort de là, tout le monde est frustré, et ouais, ils ont mis un truc beaucoup plus, pyramidal, et c'est beaucoup plus simple. On va finir l'introduction qui a été longue. Oui, Du pardon. coup, tu pas de souci, au contraire. Tu as bossé du coup, aux Roosters, qui est là par contre, la franchise mythique de NRL, qui sont, je crois, 15 fois champions, et les fois où ils sont pas champions doivent être 15 fois finalistes. Enfin, c'est des Sonny Bill Williams, des Roger Tuivasa-Sheck, ça tu as bossé là-bas en tant que sport scientist, puis aux Warriors, dans la même ligue, en Nouvelle-Zélande en tant que sport scientist aussi. Tu nous fais un petit point sur ce qu'est le sport scientist? Et juste avant que tu répondes à cette question, pour finir d'introduire le sujet, ensuite tu as bossé, en tant que directeur de la perf
à l'UBB pendant un an sous l'ère Rohritti quand c'était un peu une période turbulente pour le pour pour le l'UBB. Ensuite, tu as bossé en Russie en tant que directeur de la perf. Tu as bossé en tant que directeur de la perf aussi en Irlande avec l'équipe d'Irlande à 7. Donc là, ça va vraiment m'intéresser de voir, ce que c'est de bosser avec la fédération irlandaise et ce projet JO 2024. Et là, du coup, tu es retourné en tant que head SNC, enfin, en tant que lead SNC aux Warriors. Alors explique-moi un peu ce rôle de sport scientist en NRL en Australie? Alors, à l'époque, hein, parce qu'il faut poser ça dans le contexte, on est en 2013 et aussi fou que ça puisse paraître, aujourd'hui, les GPS viennent d'arriver. Les GPS sont l'OVNI qui vient d'arriver sur la planète, performance sportive, et ça arrive principalement d'abord en NRL pour une raison qui est assez simple, c'est que les 1ers systèmes de GPS, sont développés par une entreprise qui est basée à Melbourne, qui a été, financée par, les fonds de l'Institut des sports australien Catapulte? et qui s'appelle Catapulte, voilà, Ouais, ouais, triste. Catapulte, exactement, et qui donc sont les premiers parce qu'ils ont eu les fonds, en avance, à s'intéresser à comment on peut en fait démocratiser le GPS et avoir un outil GPS, dans le monde du sport professionnel. Donc les équipes sont en fait toutes, quasiment toutes équipées de GPS à ce moment-là, en 2013. Le football australien a peut-être une saison, je pense, d'avance, mais du coup, les équipes, se mettent en recherche d'une personne qui puisse, venir et en fait, établir les process et la façon d'utiliser les technologies nouvelles, qui vont être mises au service de la performance sportive. Et c'est dans cette logique-là, en fait, que, moi, j'arrive comme sport scientist au même moment que beaucoup d'autres personnes arrivent sur ces postes de sport scientist. Au départ, Pour très liés retraiter tout ça. voilà, au départ, très liés technologie. Les technologies sont assez nouvelles. Il y a des cardiofréquencemètres qui se baladent dans les équipes, mais personne ne sait vraiment les utiliser. Ça coûte de l'argent. Bref, les équipes se décident: «OK, bon, il faut qu'on arrive à y voir un peu plus clair dans tout ça». Hem Donc c'est pas qu'au niveau des roosters, c'est un peu partout en NRL, les équipes commencent à avoir un sport scientist, ce qui est un rôle qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, j'arrive sur une création de poste. Génial. J'arrive au même moment, aux roosters qu'un un petit changement dans leur performance sportive. Ils changent de head of performance à ce moment-là. Travis Touma, qui était leur lead physio, devient head of performance et c'est un excellent physio, mais il démarre sur toutes les questions de charge d'entraînement, tout ça. Donc en même temps, il est ravi d'avoir un bras droit qui arrive et qui puisse, l'aider sur ces questions aussi de gestion de charge, tout ça. Hem, Comment j'ai le rôle? Et écoute, un peu par chance et puis opportunité, hein, je connaissais quelques personnes dans le staff des Roosters qui étaient auparavant Dragons Catalans, dont, Ah, avec ce Keegan Smith prépa, à l'époque, Roux, comment il s'appelle, Trent Robinson était là-bas, Non, 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 un prépa vraiment roux, cheveux courts, qui est s que je suis pas Pa Pat Patrick Lane, peut-être? Patrick Kane, Ah Pat lui, alors Lane. il a commencé aux Roosters avec moi. Il était pas aux Catalans avant, on a commencé la même année justement. Heu et du coup, bon, ça m'a permis de candidater et puis j'ai eu de la chance, la coupe du monde de 13 était en France à ce moment-là. Trent Robinson, l'entraîneur principal, était de passage à Avignon. J'ai pu le rencontrer, il m'a dit: «La chose principale pour ce rôle, c'est qu'il me faut quelqu'un qui soit absolument expert en GPS». J'avais touché un GPS une fois dans ma vie, j'ai dit: «Pas de souci, je suis un expert». Heu, et voilà, c'est parti comme ça. Donc après, arrivé en Australie, tout apprendre en fait, la tête dans les papiers. À l'époque, il y avait pas d'intelligence artificielle encore, il y avait pas d'accès à l'information aussi facile. Donc c'était parti à fond dans les études, lire les études scientifiques, les quelques pauvres études à l'époque qu'il y avait sur les GPS parce que ça venait d'arriver et puis beaucoup de communication avec les mecs qui étaient un peu dans la même situation que moi, à l'époque. Et donc voilà, j'arrive sur ce poste-là où essentiellement, en fait, je suis en charge de tout ce qui est, aide à la performance dans le cadre des technologies et dans la traduction, pardon, des travaux scientifiques du moment, dans, la pratique, quotidienne qu'on peut avoir dans un département de performance. Hem Tu fais 2 ou 3 ans là-bas, puis après tu fais finalement le même boulot, pendant 2 ans aux Warriors, c'est ça? C'est ça, je fais, 2 saisons avec je crois 2 saisons ou 2 saisons et demie, je me souviens plus maintenant, c'est un bon moment, mais bref, une paire de saisons avec les Roosters et sur le milieu de la troisième saison, c'est une saison compliquée. Les 2 premières se passent, merveilleusement bien.
L'équipe performe, super, les des joueurs, au top de leur forme, une organisation qui, ultra professionnelle, j'apprends à fond. La troisième année, ça se complique pour plein de raisons. On a quelques problèmes extrasportifs, quelques joueurs qui se retrouvent un peu, dans des scandales, des choses comme ça. Peut-être des tensions aussi entre certains membres de staff, enfin plusieurs choses, hein, comme ça arrive dans tous les clubs, des «fins de cycle» entre guillemets. Et puis une opportunité en fait d'arriver sur un poste quasi similaire aux Warriors, où la différence c'est qu'il y avait quelqu'un qui faisait déjà, le sport science, mais cette personne-là en fait allait passer sur plus d'analyse. Et puis chercher quelqu'un qui puisse venir et en plus de faire, ce travail lié à la technologie, d'être aussi une paire de mains supplémentaires pour le coaching et puis prendre en charge la nutrition. Ah cool. J'avais déjà commencé à prendre en charge la nutrition aux Roosters, c'était pas sur ma feuille de rôle, ma f au départ, mais en fait, intérêt naturel pour moi, et Patrick Lane, donc que tu viens d'évoquer à l'époque, tous les 2 du coup, on se répartit un peu la tâche et on sert un peu de nutritionniste de service, aux Roosters et du coup, je continue ça aux Warriors, donc une transition assez facile où sur la même saison, je fais la pré-saison avec les Roosters, mais je fais la saison compétitive avec les Warriors. Ah tiens, étonnant. Étonnant, Voilà. génial et OK, Warriors du coup première expérience en NZ. Brièvement, avant de passer à ce passage UBB, comment tu l'as vécu ce passage Australie-NZ dans une équipe un petit peu moins, historiquement, forte? Ouais, super intéressant parce que c'est justement quelque chose qui, et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut voir, assez fréquemment au final. C'est qu'en fait, j'arrive des Roosters où c'est une équipe qui a gagné la compétition en 2013, qui gagne le «championship» entre guillemets, mais qui fait que demi-finale en 2014 et rebelote en 2015, donc le top du top. Aux Warriors, qui est une équipe qui en heu, qui est toujours un peu en transition, qui fait quelques bons matchs et puis qui a une série de matchs catastrophiques, les entraîneurs, durent pas plus qu'1 an et demi, 2 ans, c'est un contexte compliqué et en fait, j'arrive dans un staff aux Warriors qui est top, quoi. Les mecs, ils bossent super bien, alors que tu penses arriver «en position de force» entre guillemets. Bon, je viens d'une équipe qui gagne, je pense qu'on fait les choses mieux que tout le monde, tu vois? Tu as un petit peu cette arrogance qui te vient avec les bons résultats et en fait, souvent tu remarques que les équipes où ça galère, c'est là où ça bosse le mieux parce que ça galère, en fait. Donc il y a plus de problématiques à régler, les gens s'impliquent encore plus dans le projet et donc top, en fait. J'arrive dans un staff très, très bien organisé, super soudé. Hem, le head of performance à l'époque, c'est le même qu'aujourd'hui, avec OK. qui je travaille, donc tu crées une bonne relation. Hem et puis par contre, au niveau des joueurs, très intéressant parce que beaucoup de joueurs, iliens et donc là, une culture Ma totalement différente, Maori surtout? alors quelques Maoris, mais en fait, à 13, tu as un peu de Maoris, mais beaucoup plus de Tongiens, Fidjiens, Samoans. Samoa, mmh. C'est ça, donc Même plutôt cette culture, même les petites îles finalement moins connues qui ont une grosse culture de 13, les îles Cook, les choses comme ça là où oui, ça joue très, très fort à 13, hein. Papouasie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Guinée, bien sûr. ouais, donc là, comparé aux Roosters où c'était majoritairement pardon des Australiens, ouais, un peu un «choc culturel» entre guillemets, deux approches complètement Ça différentes, ça aime un peu moins la muscu, sur des énormes séances de 2 heures, c'est ça? ouais, ouais, surtout les séances de fractionnés ou d'aérobie, non, pas Va fan. va falloir Pas mettre du fan, ballon un peu là parce que voilà. Non, après je veux pas stigmatiser, attention, hein, pas d'emmerde, mais non, non, je veux dire l'australien que tu as typique, au rooster, en fait super, super focus tout le temps, au niveau performance, toujours à fond, toujours dans la recherche de la performance un ultime. un peu à l'américaine quand même dans l'approche? Alors américaine, je sais pas, peut-être, très, très anglo-saxon en tout cas. Je Ouais. pense que quand je suis après parti en Irlande, j'ai retrouvé ce type-là de Mmh. valeurs. Vraiment à fond tout le temps, très, très compétitif, hem, une grosse culture aussi de la préparation physique, donc des mecs qui comprennent l'importance de la prépa physique, qui veulent être forts, qui veulent être rapides, et puis tu arrives sur la culture, ilienne où, c'est complètement différent en fait. Hem, on n'a pas cette recherche nécessairement d'être le meilleur. C'est pas nécessairement bien vu. Par exemple, dans plusieurs cultures, le focus est plutôt de se fondre dans la masse. Ils sont très esprit communautaire.
donc esprit de famille, prend l'avantage sur tout, par rapport à un esprit plus compétitif, plus, individuel en Australie. Donc l'approche à la performance, assez différente en fait. Ça demande beaucoup plus, «d'engagement émotionnel» entre guillemets. Mmh. Tu as besoin de beaucoup plus d'empathie, de comprendre la situation du joueur familiale, culturelle, de l'accompagner vraiment. Tu es vraiment dans la définition de l'accompagnement à la performance, alors qu'avec l'approche plus anglo-saxonne, tu peux Ouais. taper un peu plus dur, quoi. Tu peux être dans l'optimisation, ce genre de choses-là, donc là, un petit moment d'adaptation, à savoir, comment emmener cette autre culture sur un projet similaire qui est au final, comment est-ce qu'on peut améliorer nos performances au maximum? Ouais, complètement, je te rejoins complètement. J'ai fait la transition de Nouvelle-Zélande aux Fidji, où je bossais en fait, je les ai suivis pendant une saison à 7. C'était l'académie de l'ASM à la base, qui était à Nadroga, qui a sorti les Raka, toute la clique là, Bon, et ouais, la transition NZ, quoique il y avait pas mal de Maoris, en NPC, c'était déjà le cas, mais transition vers les Fidji à 100. Ouais, c'est vraiment ce côté, famille, émotion et jeu par-dessus tout. Si ça passe pas par le jeu, par la rigolade, par des éclats de rire, il y a rien qui se produit, en fait, il y a pas de magie. Par contre, dès que tu rajoutes ça, c'est dingue, quoi, et sont capables de te exactement, faire, tu fais des séances de cardio où ils font rien et tu rajoutes un ballon, tout d'un coup, ils augmentent toutes leurs perfs. Les stats, elles sont énormes, monstrueuses parce que tout d'un coup, ils courent après un ballon, quoi. non, c'est exactement vrai. Écoute, j'ai la même expérience, hein, et c'est top en même temps parce que ça te force à revenir au final quand on fait de la préparation physique aussi. Oui, il faut travailler dur physiquement, mais il faut que tu puisses, prendre du plaisir dans cette optique-là aussi en le faisant, et des fois on oublie ça, surtout dans la culture anglo-saxonne où, c'est vraiment travail, travail, travail. Hem, c'est vrai que là, revenir à ce type de valeurs-là où bon, faut du jeu, faut de la bonne ambiance, c'est top en même temps. C'est vraiment une atmosphère qui est, Qui est saine. qui est intéressante et qui est saine. Tu rebascules en France, tu rebascules sur le 15. Qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité? À l'époque, c'est Rory Tigg qui reprend, je crois que c'est Jacques Brunel qui rejoint l'équipe de France, si ma mémoire est bonne, et du coup, c'est la période où, de mémoire, Laurent Marty cherche un peu à il y a cette image de l'UBB, un petit peu gentil, qui joue très, très bien, qui est très, très belle, mais un petit peu gentil. Il cherche du caractère, donc il cherche, un peu cette culture anglo-saxonne. C'est pour ça qu'il y a Rory Tigg, puis Joe Worsley qui vont suivre. C'est dans cet axe-là, je suppose, que Rory Tigg, il vient de chercher et qu'il se dit: «OK, je veux un prépa à l'anglaise, mais français quand même, qui s'adapte bien». Oui, exactement ça. Ah, écoute, un matin, je reçois un message ou un coup de téléphone, j'avais un ami avec qui j'étais à la fac, avec qui j'ai gardé bon contact, qui était préparateur physique à l'UBB à ce moment-là et qui m'envoie un message en me disant, «Est-ce que ça Fred? t'intéresse de» Fred Marcerou, exactement. Bien sûr. Qui m'envoie un message un matin pour, me dire: «Est-ce que ça te dirait de rentrer en France?» Bon, à l'époque, c'était pas du tout dans mes projets pour être honnête. Je pense que je commençais à me créer une réputation pas mauvaise en NRL, mine de rien. Hem et j'avais plutôt eu l'optique de continuer dans cette direction-là. Mais bon après, ça a suscité ma curiosité. Et j'ai commencé à avoir des échanges avec Rory Tigg. Au début, ils m'avaient identifié en fait comme profil anglo-saxon, mais connaissance et compréhension de la culture française. Bien sûr. Mais je pense que c'était pas clairement défini quel rôle en fait il voulait véritablement me donner à la base, et c'est au fur et à mesure de conversations avec Rory, en fait, je pense que lui, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir, il a commencé à m'identifier ou m'imaginer comme ce poste de directeur de la performance, et donc après, plusieurs mois de communication, c'est sur ce poste-là, en fait, que j'arrive à l'UBB, une fois que les discussions sont en cours. À l'époque, sachant il y a pas de responsable de la performance véritablement en France, je suis vachement jeune si tu veux pour le poste, c'est presque trop beau que ça tombe dessus comme ça, Mmh. vraiment difficile à refuser, donc c'est comme ça en fait qu'au final, bon, je pars en milieu de saison, heu, pas Et sans oui, regret, hein, et oui, mais parce que les saisons sont inversées, donc tu pars en plein milieu de la saison, en plus. c'est ça, les saisons sont inversées, et en plus, c'est cette saison de 2018 où je pars après je crois que je reste jusqu'à la 9e journée, la Ah 8 mais ou oui, 9e ils journée. sont qualifiés en 2018 les Warriors. 2018, c'est leur meilleure saison, Ah oui. en fait, jusqu'à cette année qui est la nouvelle meilleure saison des Warriors, donc écoute, donc en fait, tu vois, on était sur, je crois, 7 victoires en 10 matchs ou quelque chose comme ça. Bref, ça tournait vachement bien, et pour les Warriors, c'est pas habituel non plus, tu vois? La saison d'avant, je pense qu'on finit sur 11 défaites d'affilée pour finir la saison, enfin un truc vraiment catastrophique, donc tu te dis: «Mince, ça commence à payer».
Mais bon, il y avait d'autres facteurs aussi, j'avais pas vécu en France du coup depuis déjà à ce moment-là 5 ans je crois ou quelque chose comme ça. Bon, il y avait d'autres raisons, en jeu. Bien sûr, c'est une évidence et ce côté, tu viens de France, tu as été élevé dans le 15, rejoindre une équipe top 14, c'est quand même quelque chose qui est difficilement refusable. Oui, Hem, oui, bien sûr, le top 14, c'est ce que j'ai regardé en grandissant. Ça reste pour moi quand même la compétition, tu vois, numéro un. Où, évidemment, tu as toujours ce désir de participer, ouais, d'en faire partie. on parlait de transition entre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec ce côté très, îlien. La transition maintenant avec la France, elle a pas dû être très simple si toi tu venais d'une culture en plus. La NRL, enfin le rugby à 13 de manière générale est très axé, pour ceux qui connaissent peut-être pas, très axé quand même prépa physique parce que c'est comme si on avait que des centres et des troisièmes lignes, grosso modo, hein, j'exagère bien sûr, mais Mmh. et du coup où la le défi physique est permanent. Tu as 5 possessions, à 13, tu dois avancer au contact, défier physiquement pendant 4 possessions ou 5, ça dépend et jouer sur la sixième. Donc tu as un côté vraiment où la dimension physique a un impact énorme et du coup la prépa physique, de force a fortiori, beaucoup moins qu'à 15. Donc ma question c'est le choc culturel entre, hémisphère sud et France et le choc culturel 13 à 15. En tant que prépa, ça Ah a pas dû bah, être simple, non? pas simple du tout, comme tu l'as dit, en plus, bon, 2 sports au final, là, il faut assez différents. C'est vrai que juste pour, illustrer ce que tu viens de dire, un temps de jeu effectif dans un match de qualité, mais normal en NRL, c'est, 60-62 minutes. Sur, je crois un quart de finale international, on parle de 32-33 minutes en rugby à 15. Donc voilà, ça suffit à identifier un peu Ouais la différence en termes de demande physique. et en top 14 encore moins, hein. On Et est ouais, le plus, top 14 30 ou en dessous. encore moins. Donc bien sûr des demandes différentes. Ouais, un gros choc, écoute, bizarrement, j'ai eu du mal à me réadapter à ma propre culture, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Mmh, complètement. en France, tu vois, il faut pas oublier et je pense que quand je suis arrivé sur ce poste-là, j'ai amené énormément de rigueur que j'avais accumulée dans mon expérience anglo-saxonne. Et peut-être je l'ai pas fait passer, tu vois, de la manière la plus appropriée, à la culture française. Donc j'ai un peu, entre guillemets, «raté ma mission» de faire un pont entre ce qu'il fallait amener d'une culture anglo-saxonne, tout en l'adaptant à une culture, française. Je pense peut-être un peu trop jeune, un peu immature. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais vraiment différemment. Mais où il y avait aussi Ah oui. un contexte compliqué avec une nécessité de rebâtir le club rapidement. Donc j'arrive et puis on est sur un nouveau centre de performance que j'ai aidé à «designer» entre guillemets depuis la Nouvelle-Zélande. On a des joueurs, l'UBB à cette époque-là, c'est bon, je veux vexer personne, mais c'est pas un modèle de professionnalisme si tu veux dans la façon dont les choses sont faites et dans l'attitude des joueurs. Quand tu vois maintenant la machine que c'est devenu, encore une fois, félicitations à toutes les personnes qui ont été, à Laurent Marty d'abord bien sûr, mais aussi à toutes les personnes qui ont contribué à faire que l'UBB maintenant c'est une équipe absolument magnifique. Quand je suis arrivé en 2017, sorry en 2018. Il y avait du travail sur la table. Il y avait des choses très, très bonnes en place, mais il y avait du travail sur la table en termes de professionnalisation et des OK. infrastructures, mais aussi du staff, de certaines choses dans la gestion de l'entraînement, dans la gestion des datas, ce genre de choses-là. Ouais, bien sûr. Après, Heu, c'était encore à l'époque finalement, alors c'est un peu dur de dire, mais encore un club jeune, tu vois? Qui venait de monter, quelques années avant de top 14, de Pro D2 à top 14, et en effet, où il y avait une culture du jeu énorme et pas forcément une culture, de la prépa et même globalement de la rigueur ou des choses comme ça et ça, oui, pour en avoir discuté un peu avec Fred, c'est ce qui ressortait chez lui et oui, bien sûr que c'était compliqué, mais je pense que c'était une phase aussi, intéressante pour l'UBB parce qu'il lui a fallu ce tu vois? Après ils ont ça a fait Rory ça a fait Joe Borsley, finalement après ça a fait Christophe Furios. Toi qui avais quand même c'est même maintenant avec Yannick Bru, il y a eu une recherche de Laurent Marty de chercher un peu de rigueur là-dedans, en gardant la culture, l'ADN du jeu de l'UBB. La question, ouais, c'était le dosage peut-être? Bien sûr et il y avait de la compétence. Attention, faut pas, faut pas faire d'erreur là-dessus. Les gens qui étaient là avant moi à l'UBB étaient compétents en préparation physique et dans les autres domaines. C'est pas tant j'ai pas amené une compétence, qui a changé beaucoup de choses. J'ai amené peut-être une façon de gérer certains process que j'avais simplement en fait, identifiés ou vécus, dans la culture anglo-saxonne et qui n'étaient pas vraiment présents dans une culture française de la haute performance. C'est plutôt ça. Surtout en termes de gestion de données, par exemple, de création de postes dans le staff et de structure du staff, avec quelques postes qu'on a créés à l'époque.
qu'on a restructuré plutôt dans cet esprit-là, plutôt qu'une question de faire de la préparation physique meilleure que ce qui était fait avant, c'est pas là la question. Par contre, dans la façon qu'on l'a amené, dans le contexte, c'est vrai que Rory étant une personnalité, hem, bon, moi Dur? que Dur j'apprécie un bien, peu? mais dur disons. On a aussi eu ce rôle avec Rory et moi principalement de, entre guillemets, avoir ce rôle dur dans l'organisation, pour élever les standards, dans le professionnalisme et ça passe pas nécessairement très bien, surtout quand les résultats suivent pas immédiatement. Et ça peut créer quelques tensions, ce qui était un peu l'histoire de l'UBB cette saison-là. Donc, le projet était super et le début a été très intéressant, mais très vite, on a été quand même dans le dur en termes de faire passer le message et je pense avec le recul que c'est un passage nécessaire. De toute façon, toute organisation Mmh. qui décide de franchir ce type de pas, comme l'UBB l'a fait à l'époque, ça se fait pas sans casse. Voilà, des fois te tu bénéficies d'une case qui est arrivée précédemment et tu peux repartir sur de bonnes bases. Des fois, tu es dans les tranchées, et tu es un dommage collatéral de l'évolution d'un club ou de l'évolution d'un projet, ce qui était un peu le cas pour Henri et moi à l'époque, mais sans regret, tu vois, aujourd'hui. Ouais, bien sûr et puis tu vois, on parle de cet exemple du Stade Toulousain toujours, quand il y a Hugo Mola qui arrive, changement de présidence aussi, changement dans le staff, tu as un directeur de la perf un peu plus tard qui arrive, qui est irlandais, il me semble. Ça a mis du temps à matcher. Il leur a fallu 2 saisons, dont une saison où ils étaient, plutôt proches de la zone rouge que de la zone, pour les de qualification. Donc eux aussi, ils ont dû passer par 2 ans très compliqués, sans qualif, pour ensuite après exploser au long terme. En effet, je pense que ce passage, il est, malheureusement, obligatoire. Oui, oui. Tu du coup, Rory s'en va, il y a Joe Worsley qui arrive, tu finis cette saison-là et après tu pars en Russie. Rory Vas-y, vas-y, ouais, vas-y. ouais. Non, non, pardon, oui, c'est exactement ça. Rory s'en va très tôt dans la saison, du coup, ce qui aussi, met un gros coup au «projet» entre guillemets. Donc avec Joe Worsley qui reprend ce rôle, mais assez rapidement, Christophe Furios est identifié à l'époque comme remplaçant. Et puis oui, les choses se mettent en place, un peu différemment et je fais plus vraiment part je continue d'avoir mon rôle, jusqu'à la fin de la saison et de le faire du mieux possible, mais assez tôt, je sais que la saison suivante, faudra que je me réoriente, que je ferai pas nécessairement partie du projet. Et encore une fois, pas de regrets, il y a eu plein de bonnes choses dans ce projet-là. Il y a aussi J'ai découvert plein de choses sur moi-même, étant à 28 ans, projeté, directeur de la performance en top 14 sans avoir eu d'autres rôles en top 14, sans avoir d'agent, sans connaître personne. Je pense que ça m'a fait grandir très vite, humainement et Mmh. professionnellement cette année-là. Et si c'était à refaire, encore une fois, j'ai bien identifié toutes les choses que à l'époque, j'ai pas fait correctement. Il y en a eu énormément, et c'est bien, ça m'a bien fait Au progresser, je pense. tu des Et autres, du coup, tant qu'on est là-dessus, au niveau des enseignements que tu as appris, au-delà de mieux faire passer le message, tu en as d'autres, auxquels tu qui te viennent à l'esprit là? oui, oui, je pense la première chose, c'est, il faut de la connexion. C'est le facteur numéro un de la performance sportive. Tout le reste, c'est secondaire. Il faut être connecté. Il faut que les joueurs soient connectés entre eux. Il faut que le staff soit connecté. Il faut que le staff et la partie administrative, le président, il faut que ce soit connecté. Si tu as pas cette connexion-là, ça sert à rien. Je le vois et on peut en reparler un peu plus tard dans le podcast, mais une grande partie du succès qu'on a pour l'instant cette année aux Warriors, c'est qu'on a une connexion qui est, phénoménale. Les joueurs entre eux, staff, joueurs. Et ça, à Bordeaux, j'ai pas su le créer. Je suis arrivé peut-être trop orgueilleux à l'époque, peut-être trop avec une mentalité trop anglo-saxonne et je suis arrivé dans un staff que j'ai en partie composé moi-même, mais que j'ai pas su fédérer autour de moi, autour de la façon dont je voulais en fait, faire les choses. Hem, je voulais apporter ce côté dur, que le 13 a. Je voulais que les joueurs en pâtissent un petit peu en pré-saison, qu'on ait du vécu commun, via un peu de la souffrance collective, et que ce soit en fait notre porte vers un niveau de performance plus élevé. Mais j'ai pas pris en mesure, si tu veux, que, le club avait pas nécessairement des valeurs, les valeurs du club ou les croyances du club étaient pas forcément celles-là et c'était plutôt à moi d'arriver, en fait et de m'imprégner des valeurs et des croyances qui étaient en place, d'abord et de m'assurer qu'on pouvait fédérer autour d'un projet commun et qu'on parlait tous le même langage et qu'il y avait de l'affinité, au lieu d'arriver et de vouloir tout de suite faire bouger plein de choses et basculer les gens,
dans un mode de fonctionnement qu'ils connaissaient pas et dont ils avaient pas envie ou en tout cas, il y avait pas cet aspect, il y avait pas cette connexion, émotionnelle, il y avait pas cette empathie nécessaire, à la formation d'un projet commun. Et ça, c'est la plus grosse chose que j'ai ratée, en arrivant à l'UBB sur ce poste et que j'ai ensuite plutôt bien réussi, où je suis allé ensuite. Ça, c'est le plus gros enseignement. Ouais. Après, le top 14, c'est une compétition qui est très différente de la NRL, qui est très différente du 7. Il y a beaucoup d'enjeux, politiques aussi autour du top 14. Il faut savoir s'adapter à ça. C'est un autre enseignement, donc c'est pas aussi que les performances sur le terrain. Il y a aussi des visions de club, il y a des choses importantes qui se passent et auxquelles il faut essayer de contribuer Mmh. de façon intelligente et pas rester clivé sur son aspect, dominant. Et puis la culture française, c'est pas la culture anglaise pour une raison simple, c'est qu'en France, on apprend le rugby, dans un contexte, dans un contexte de club, dans un contexte, qui n'est pas la performance sportive, en fait. Ouais. Dans un contexte associatif. Donc tu commences le rugby en France, tu joues avec tes potes, tu y vas pour t'amuser. Oui, tu commences à faire des matchs, mais c'est ton club, c'est ta ville, c'est une atmosphère différente. Dans le système anglo-saxon, tu passes par l'école. Tu joues au rugby via ton collège, via ton université, donc tu es dans un système académique. Tu joues pour une institution d'entrée, c'est-à-dire qu'une institution, elle demande un certain niveau de performance, donc tu t'adaptes. Tu sais que jouer pour l'équipe de l'école, ça demande de l'entraînement, ça demande du professionnalisme, ça demande des performances, et tu le fais dans un cadre où tu n'attends pas que ça t'alimente avec autant de joie de vivre, autant de passion et tout ça que Complètement. notre, formation française où il faut encore une fois, on revenait avec les Iliens, mais en France, on est un peu sur cette attitude-là. C'est-à-dire il faut de la joie de vivre, il faut que ça soit plaisant, et c'est un des critères principaux et c'est juste parce que c'est comme ça qu'on est formé en France et il faut le respecter même au plus haut niveau. Voilà, ça c'est un peu pour les enseignements. Ouais, c'est tellement enrichissant et je pense pour un prépa, tu vois, qui arrive maintenant dans le milieu pro et même d'autres postes, hein, dans le staff, peu importe. Ouais, connexion, quand même de la politique, parce que dans le haut niveau, faut pas se cacher, il y a pas mal de ça et ce côté, ouais, assos versus académique, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai et en France, on est d'abord des joueurs de rugby. En Angleterre, très tôt, tu deviens vite un athlète, en plus d'être un joueur de rugby et ça change tout. Qu'est-ce que tu vas me faire en Russie? Après. Alors bonne question, écoute. Non, alors ça arrive tout bêtement, en fait, donc du coup, sur cette année-là, j'essaie de chercher si je peux basculer sur un autre club de top 14 ou Pro D2 à l'époque. Il y a trop rien qui se fait et ma femme est russe. Voilà, ouais, on Donc est là, les liens. elle commence à plaisanter, bah, alors pourquoi pas rentrer en Russie et puis bon, bien sûr, au début, ça m'amuse, ouais, le rugby en Russie. Bref, pas la priorité, mais en fait, à cette époque-là, à l'UBB, on a un système qui s'appelle Gene Trainer et une des personnes qui est responsable de ce système-là, en fait, il me donne un contact, en fait, quelqu'un qu'il connaît, qui est maintenant à la fédération russe de rugby. Donc je dis: «Bon, allez, c'est bizarre, tu vois? Mais quand même, coïncidence intéressante». Je prends contact et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en Russie, ils viennent de se qualifier pour la coupe du monde suivante, donc 2000, c'était quoi la coupe du monde à ce moment-là, du coup? 2019 ou 2020? 2019, il y a une coupe du monde? 2019, oui, coupe du monde au 2019, c'est ça? Japon, oui, c'est ça. Voilà, ils viennent de se qualifier parce que alors je me sou est-ce que c'est l'Espagne ou une des équipes est disqualifiée pour des raisons, Oui, tu as extra, finale, Espagne-Portugal où finalement les 2 passent pas ou quelque chose comme ça pour des bagarres à la fin. voilà. Mmh. Donc du coup, hop, ils se retrouvent «repêchés» entre guillemets et un peu à la russe, tout d'un coup, il y a de l'argent. Il n'y avait pas d'argent, mais tout d'un coup, là, il y en a plein, parce qu'il y a une opportunité de montrer la Russie sur un plan international et les Russes adorent le sport. En termes de préparateur physique, c'est quand même la Mecque, hein, la Russie, qu'on le veuille ou non, l'Union soviétique. Tout ce qu'on sait sur la préparation physique aujourd'hui, ça vient de leurs travaux, hein, Sûr. donc tu vois, il y a quand même, de Tu vois très, même très, rien que le nom des méthodes, la méthode Pletnev, l'escouade c'est ça. bulgare, la méthode bulgare, tout ça, c'est du régime soviétique, bien sûr. Donc c'est quand même intéressant au final, donc je me dis: «Ah pourquoi pas?» et je commence à discuter et en fait, donc je me retrouve, proposé un poste de responsable de la performance sur les équipes à 7 et toute la filière jeune et je travaille avec, Mark Bennett qui est maintenant, aux Blues,
qui lui est le responsable de la performance, le préparateur physique en chef de l'équipe masculine, principale à 15. Donc projet au final intéressant, donc au fin c'est assez facile pour nous de basculer sur la Russie. C'est pas un pays que je connais pas du coup parce que ma femme étant russe, j'ai déjà été en Russie plusieurs fois donc allez, c'est parti quoi. On part sur ce rôle-là Tu passes et tu passes 2 ans et demi, intéressant? j'y passe, ouais, quelques années, intéressant. Alors ce qui était intéressant, là-bas d'abord, c'est, du coup dans un poste de fédération que je découvre. Hem, donc je découvre en fait cette idée que les joueurs s'entraînent dans leur club, et que toi tu es assis à la fédération et tu les récupères pour certaines périodes de temps sur des camps, mais que le reste du temps, il faut arriver à comprendre ce qu'ils font quand même. Et c'est peut-être facile à faire en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être facile à faire en France ou pas facile, mais faisable. La Russie, ça a quand même une frontière avec le Japon d'un côté, tu vois, une frontière quasiment avec, hem, L'Europe ah, de l'autre j'oublie, côté, ouais. la cartographie, mais oui, avec la Pologne de l'autre côté, qui est presque, tu vois? Donc, avec l'Ukraine. Donc, c'est un pays immense et ils ont un championnat qui est plutôt pas mal, professionnel, mais où l'écart entre les infrastructures et les compétences dans le staff est monumental, en fait. Tu as des équipes en Sibérie qui n'ont pas de GPS, qui n'ont pas de kiné, qui n'ont pas de docteur, qui n'ont plus ou moins pas de prépa physique, bref et tu as d'autres équipes, notamment à Saint-Pétersbourg, qui est gérée par un milliardaire où tu as, un staff à 100 sud-africain, de top niveau, un staff qui pourrait très bien être en Super Rugby, tu vois? Ou en top 14 donc tu as des vraiment un aspect chaotique comme ça, qui est intéressant à gérer, donc en plus tu as la langue, donc arriver à communiquer avec les gens dans les différents clubs et du coup une bonne opportunité d'essayer de voir si on peut arriver à progresser sur cette idée de fédérer autour d'un projet commun à cette échelle, cette amplitude-là, avec une culture russe qui est encore très différente. Là, on est sur une culture extrêmement hiérarchique, l'entraîneur est une figure, emblématique, tu vois? Pour les jeunes, tu peux leur demander tout ce que tu veux, ils le feront. Il y a aucune question au coach, tu vois? C'est sur, des aspects complètement différents d'une culture anglo-saxonne. Là, la joie de vivre et tu vois le côté fun de l'entraînement, il y a pas besoin, tu vois? C'est dur tout le temps, donc tu es sur quelque chose d'encore différent. Mais c'est top parce que tu as des jeunes en fait qui arrivent, tu as une bonne vague de jeunes qui progressent, qui sont un petit peu en manque de formation, mais qui ont un potentiel physique énorme Avec du coup une marge de et progression, monstrueuse, quoi. monstrueuse et tu as 2 équipes à 7 qui peuvent vraiment faire mal. Si tu veux, les féminines sont sur le circuit international, et puis elles sont au coude à coude avec les grandes nations. On les qualifie même pour les JO, cette année-là et puis tu as les hommes qui viennent d'être rétrogradés, je crois en 2017. Et qui en fait, on sont en train de pousser pour réintégrer le World Series à cette époque-là et donc tu vas sur les compétitions européennes, en 2 ans, on fait deux médailles d'argent, 2 médailles de bronze, avec les jeunes et le 7 masculin. Tu as une vraie progression et si tu veux un contact intéressant avec des gens qui ont très envie d'apprendre. Des fois, tu arrives sur du haut niveau, dans un contexte français ou anglo-saxon, tu as des joueurs qui sont très bien rémunérés, qui sont là depuis des années, qui ont un peu leur façon de faire les choses et des fois, c'est un petit peu difficile de faire bouger. Là, tu arrives sur des gens qui ont faim, Mmh. ils ont faim de performance, ils ont faim d'apprentissage, donc ça, c'est top, tu vois? En termes de coaching, c'est comme coacher des jeunes, qui sont vraiment qui ont faim, quoi. Heu, donc une très bonne expérience en tant que coach. Génial et encore une autre culture, découverte et une adaptation à cette culture, je trouve ça extraordinaire. Tu as une opportunité finalement qui s'ouvre pour rejoindre, l'équipe d'Irlande à 7, donc toujours à la fédération irlandaise. Tu deviens directeur de la performance là-bas. Tu nous expliques un peu comment ça se passe? Ouais, beh, alors du coup, au bout d'un moment, Covid, heu, Ah oui, c'est vrai. Covid qui te remet un premier coup, tu vois, au sport professionnel en Europe, surtout au 7 où, tu es Mmh. tout sur du voyage et donc premier coup d'arrêt et derrière, conflit, Russe-Ukraine, qui démarre, donc deuxième coup d'arrêt, à savoir là, les équipes russes sont exclues de toute compétition. La fédération met plus ou moins la clé sous la porte, tu vois? On n'a plus de compétition internationale à préparer, les joueurs se focus complètement sur leur club et leur compétition régionale. Il y a plus grand chose à faire donc bon, je m'assois à mon bureau tout seul, si tu veux, à réfléchir pendant plusieurs mois et puis je me dis: «Bon, en fait, c'est pas
c'est pas tenable, tu vois? Donc je commence à regarder ce qui se passe et à ce moment-là, il y a une opportunité de rejoindre l'équipe d'Irlande qui a, 2 énormes, challenges. 1er, il faut qu'ils se qualifient pour les jeux olympiques et 2e, il faut performer aux jeux olympiques. Donc tu as un challenge, qui est super intéressant Parce que et puis là, par contre parce que l'équipe d'Irlande à 7 masculine, c'était très récent, hein. Et je crois que c'est au moment où le sport redevient olympique qui crée l'équipe de et en fait, non, vers 2015 dans ces eaux-là? tout à fait, 2015, l'équipe est créée. Quand David Nucifora arrive comme directeur de la performance, au à l'IRFU, donc il devient big boss en fait, hein, un big boss de l'organisation, ce serait l'équivalent de notre président de la fédération en France. IRFU, c'est la Quand il arrive fédération irlandaise. c'est ça, Irish Rugby Union, Federation, heu, il arrive et en fait son bébé à lui quand il arrive, c'est il veut du 7. Donc il récupère, il recrée une équipe de 7 avec des mecs qui se sont fait, lâcher par les académies, tu vois? Un peu ça pourrait sujet de film américain, tu vois? Un peu les gars qui avaient aucune chance quoi, qui remontent une équipe et ils partent vraiment alors eux du fin fond du niveau A7. Mmh. C'est-à-dire le 7 à 3 niveaux en Europe par exemple. Là ils jouent des compétitions, tu vois en Bulgarie, c'est vraiment le fin fond du niveau A7 et ils montent les échelons en fait un à un, au fur et à mesure des années et ils arrivent même, de façon improbable à battre l'équipe de France, Ouais, pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, à l'époque. bien sûr, c'est cette fameuse 3 année ans où tu as en fait, si tu es pas qualifié directement via ton classement annuel, tu fais un tournoi de qualification olympique, une équipe européenne qui passe si mes souvenirs sont bons et la finale justement c'est Irlande-France, c'est ça, hein? donc en fait, le système, si tu veux, c'est que tu as des opportunités de te qualifier via ta région en termes olympiques. Donc tu as les Jeux olympiques, enfin les d'Europe, par exemple, qui qualifient une équipe. Puis tu as les Jeux olympiques océaniques qui vont qualifier peut-être une ou 2 équipes. Mmh. C'est comme ça que tu te qualifies. Si tu perds ta finale, de région, tu es repêché et il y a un grand tournoi à la fin de la saison. Donc là, tu es à 4 semaines du début des Jeux, hein. Ah ouais. 4-6 semaines, c'est vraiment dernière minute. Tu as ce tournoi de repêchage, le vainqueur de ce tournoi-là a le dernier billet, le dernier des derniers billets pour les JO et c'est ce billet-là que l'Irlande récupère du coup pour Tokyo et c'est énorme pour eux, mais par contre ils en font les frais. C'est-à-dire que du coup rien n'était planifié pour les JO, ils se pointent au Japon 3 semaines plus tard, ils sont pas préparés. C'est une catastrophe, je crois qu'il y a un seul match sur toute la campagne, des JO, c'est une grosse déception. D'où en fait quand moi je suis recruté, quand j'arrive, leur truc c'est: «Bon pour les JO de Paris, il nous faut une qualification directe. On veut pas passer par ça. On a les jeux d'Europe à préparer à la fin de cette année-là. Il faut les gagner pour être qualifié directement, quoi. Ils veulent pas repasser par une étape de repêchage». Hem, donc c'est un peu là où on en est quand j'arrive moi, Ouais, sur le bon, poste. On a une coupe du monde aussi, 3 mois plus tard. Donc j'arrive, on a une coupe du monde, on a une saison de World Series qui est à l'époque encore 11 tournois. C'est bien moins maintenant malheureusement, et puis on arrive sur, des jeux européens pour se qualifier pour les JO. Donc ça, c'est ma première saison avec génial. l'Irlande à 7, saison chargée. Génial. Ah, C'est marrant, tu vois, comme les histoires se recoupent. J'ai enregistré un épisode avec Paulin Riva, du coup, le capitaine et champion olympique, 2024, l'équipe de France et qui me disait, ouais, pour eux, ce tournoi-là, quand ils perdent justement contre l'Irlande et ça a été un drame hein, de rater les JO 2020 et ça a été le début du projet, un peu comme toi, tu arrives après l'Irlande, de 2024 avec Jérôme Darel, avec toute la clique où on part vraiment sur un nouveau cycle et ils ont construit ça sur 4 ans, ça pour eux, ce match face à l'Irlande, c'est marrant, hein, l'Irlande qui revenait de nulle part et qui arrive à se qualifier face à la France qui était un petit peu favorite assez largement. Ça a été, ouais. 2 dynamiques complètement différentes, mais qui ont lancé des choses pour la suite. C'est très intéressant de voir les deux points de vue. Ouais, ça a été assez catalyste. Ce qui est bien, c'est quand tu es sur un sport olympique comme ça. Ouais, Hem, c'est clair. Vous arrivez à vous qualifier aux JO? Plutôt belle manière, comment ça se passe ces années pré-qualification? ouais, alors, par contre, j'arrive à la fédé irlandaise et là, alors j'ai pas tout vu, hein, mais je pense que dans le rugby international, il y a pas beaucoup mieux. C'est juste, incroyable, la compétence dans cette organisation. Où que tu ailles, et je me limite là à la performance athlétique, mais c'est pareil sur les autres départements. Mon boss qui chapeaute en fait toute la haute performance à la fédération, c'est Nick Wickelman. Pour les gens qui s'intéressent à la performance athlétique, c'est une référence. Au niveau physio, tu as Phil Glasgow qui pilote, enfin je pense que tu connais ce nom, hein, pour les Bien sûr. physios.
Encore une fois, Auteur on de parle de nombreuses études, assez révolutionnaires dans le métier, ouais. voilà, tu as Nicole Van Dijk dans le staff aussi, ça en je sais pas combien de publications sur les blessures aux ischio-jambiers entre autres, donc c'est vraiment de la compétence énorme, donc là, tu arrives, ouf, tu vois? Tu te poses et bon, tu parles à des gens qui comprennent la chose, donc tout de suite, ça te maintient à un niveau d'exigence vis-à-vis de Ouais. toi-même en tant que professionnel qui est importante, hem, donc ça, c'est génial, tu vois? Tu as vraiment des standards très élevés, hem et donc il y a un Tu es au outil. niveau, quand tu arrives là-dedans après, 2 ans et demi en Russie où tu es un peu tu fais toi ta sauce tout seul? Le choc, il est pas trop rude? Surtout, tu as toujours un petit moment de doute, tu vois? Bien Mais sûr, bon, tu passes par, petit syndrome de 4 l'imposteur? ah ouais, ouais. Mais bon, en étant passé par quand même, ils ont fait les choses très sérieusement parce qu'encore une fois, David Nucifora étant très attaché au set, ils ont été, à fond, tu vois, sur le processus de recrutement. Donc je fais 4 tours de recrutement, des gros Ah ouais, meetings, un projet à proposer. Donc quand au final, je sais qui me donne le rôle, tu vois, je sais où démarrer. Et puis il y a quelqu'un qui était dans ce rôle-là qui bouge sur les équipes féminines. Donc j'arrive et j'ai une personne à qui parler aussi d'entrée, qui peut m'informer sur ce qu'ils ont fait jusqu'à ce moment-là, les points forts, les points faibles, qui m'accompagne sur les premières semaines de transition. Donc je suis dans de bonnes conditions quand même, d'entrée. ouais, Heu, voilà, donc après, un bel outil aussi, tu as une belle infrastructure toute neuve, faite en 2019, qu'ils ont quasiment jamais utilisée à cause du covid du coup. Donc tu arrives sur un beau centre et ce qui est absolument top à la fédération irlandaise, c'est que c'est extrêmement centralisé. Donc, du coup, chaque semaine, tu as un meeting avec tous les head of performance. Donc, du coup, moi pour le set et puis le mec du Munster, le mec du Leinster, le mec du Connacht, tu vois? Notre, Nick Winkelmann qui chapeaute tout ça. Tu es sur un vidéo call d'une paire d'heures où ça discute de ce qui se passe en ce moment, qui a un problème avec quoi. Tu vois, ils ont accès à toutes les données, donc la fédération peut intervenir et dire: «Attention Munster, je vois que vos distances à haute intensité ici, ça baisse», tu vois? Donc en fait, tu es incroyable. dans l'ultra professionnalisme là. Ouais, mais Hem, surtout un travail commun. Je pensais pas que c'était à ce point-là que la fédé rentrait dans les provinces, pour chapeauter ça. Même la data des séances sont régulées par la fédé, c'est extraordinaire. ouais, ouais, donc la fédé a la main sur toutes les données de toutes les équipes. Et puis un bon pouvoir quand même de prescription aussi. C'est-à-dire que même si les équipes peuvent faire plus ou moins leur «propre sauce» entre guillemets, il y a des standards qui sont non négociables et ça vient de la fédération. Combien de fois un joueur doit sprinter, les quantités distance à haute intensité par exemple, accélération, décélération, le volume total, combien de fois tu les fais travailler sur de la force maximale par mois ou par, période. Tout ça, c'est quand même il y a des standards à la fédération et tout le monde y est soumis. Extraordinaire. Donc ouais, c'est quand même intéressant de voir, cette façon-là de travailler. Je pense surtout maintenant, en étant en Nouvelle-Zélande, tu vois, que la Nouvelle-Zélande pourrait, s'imprégner de ça. Et je sais que David Nucifora maintenant intervient avec la fédération australienne qui est en train d'essayer de s'organiser comme la fédération, irlandaise. Mais quand tu as un pays qui a quelques provinces, c'est vraiment comme ça que tu dois te structurer si tu veux en fait performer au mieux avec les talents que tu as. Bien sûr. Ça pourrait pas être transféré au top 14 parce que là, on est sur un autre niveau de compétition entre les différents clubs et les différentes villes, mais sur une nation comme l'Irlande, c'est très intéressant de voir ça, ce niveau-là de communication et de partage de données, et le set dans tout ça qui contribue aussi, mais qui a une position plus en fait le set, c'est, quand quand on discute et qu'on pense que quelque chose est peut-être intéressant, le set: «Allez vas-y, essaye en fait C'est toi». le labo. Parce qu'au final il y a pas autant d'argent, en jeu, donc on va pas essayer ça tout de suite avec le 15. Vous le faites vous à 7 et puis si ça marche, le 15 le fera. Donc en fait, c'est top parce qu'en préparation de la coupe du monde, en même temps, de la dernière coupe du monde en France, 2023. on a servi nous avec notre petite unité de 7 comme laboratoire pour ce que le 15 irlandais a fait durant sa préparation. Donc c'était aussi super en fait. J'ai été dans tous les meetings et j'ai été, entre guillemets, j'ai pris part à, cette effervescence de la construction du projet coupe du monde de l'équipe à 15 irlandaise, en étant le petit frère à 7 qui est là et qui peut expérimenter et puis dire si les choses fonctionnent ou pas, donc c'était vachement intéressant aussi à ce niveau-là, quoi. Extraordinaire. Tu as d'autres des enseignements là sur cette fédé irlandaise là? J'ai envie que tu me plonges là-dedans. Heu, d'autres enseignements, c'est, bah, truc intéressant, par exemple, si tu veux, pour un que si on part sur côté physio, tu as des joueurs qui sont contractés par la fédération. Donc en fait, les meilleurs joueurs sont contractés par la fédération, peu Comme en importe qu'ils jouent au Nouvelle-Zélande. Leinster ou Munster, ouais.
contrat fédération et donc ces joueurs-là, quand ils sont blessés pour longue durée, en fait, ils sont complètement sortis de leur club et ils reviennent au centre de haute performance, là où le 7 est à plein temps et là où le 15 se réunit et ils font pardon toute leur réathlétisation au centre d'excellence avec les physios de l'équipe nationale. OK, hyper intéressant. Tu as ce côté-là, il y a de la compétence partout. Les gens qui sont dans les provinces sont extrêmement compétents aussi, mais ils misent vraiment sur leur staff dans le cadre de la fédération pour prendre en main les choses quand il s'agit de leurs joueurs de très, 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 très haut niveau. Et quand il s'agit de la préparation physique de ces joueurs, même en club, le responsable de la performance de l'équipe d'Irlande à 15 a son mot à dire sur comment les joueurs se préparent, même en saison, pas simplement quand ils approchent les périodes de compétition internationale. Ouais, Hem, donc très donc il y a clairement vraiment un la fédé pourrait dire: «Je sais que pour toi ce match il est ultra important et que c'est un derby, Munster-Leinster, mais moi je veux pas qu'il joue parce que j'estime qu'il est pas prêt donc il joue pas». oui, oui, exactement, ça pourrait être poussé jusque-là. Tu as l'avantage que cette connexion-là, à la base, c'est-à-dire le fait qu'on soit en communication chaque semaine, ce qui permet à ce type de choses d'être, sain au final. Parce que les gens se connaissent, ils ont l'opportunité de communiquer fréquemment, donc c'est pas juste un email, «Ton joueur joue pas ce week-end», quoi. Mmh, Il y a des conversations, il y a des discussions et c'est aussi tout le monde respecte en fait ce fonctionnement-là dans la fédération au final. La compétition de club est importante, mais au-dessus de tout, c'est l'équipe, nationale qui est le focus, quoi. incroyable, génial. Il y a cet événement quand même, il faut qu'on en parle, de la fin de l'équipe de A7 irlandaise. Pour remettre dans le contexte, c'est HSBC, le World Series qui change de formule à partir de cette année-là, du coup, c'est la première année de la nouvelle formule et du coup qui fait une refonte avec des premières divisions, des deuxièmes divisions. C'est quelque chose de très compliqué, mais sincèrement, je pourrais même pas vous l'expliquer là facilement. Ce qui fait que, l'Irlande, du coup, suite à cette réorganisation, est reléguée en deuxième division, il me semble et en même moment, la fédé irlandaise fait un espèce de communiqué qui dit, «Ça nous coûte trop d'argent, ça nous rapporte pas assez, il y a plus de lien entre le 15 et le 7 donc on arrête les frais». En plus budgétairement, c'est un peu chaud donc toi qui l'as vécu vraiment de l'intérieur parce que c'est ton poste, c'est quoi le contexte et comment tu l'as vécu? Ah, c'est vraiment dommage si tu veux, c'est très frustrant. Moi, j'arrive en 2022, on fait bronze au championnat du monde, c'est historique. En Afrique du Sud, le 7 a jamais récupéré de médaille. Mmh. Tu vois, c'est phénoménal. On bat l'Afrique du Sud en quart de finale devant, 60 000 personnes. Enfin bon, on fait une année plus que correcte. On gagne les Jeux européens. On se qualifie directement pour les JO. L'année suivante, on fait deuxième sur le World Series. Donc, les gens qui connaissent le 7 peuvent, réaliser ce que c'est. Mais si tu veux, quand tu as des équipes comme la Nouvelle-Zélande sur le circuit, la France, les Fidji, L'Australie, l'Australie, l'Espagne maintenant, enfin c'est finir deuxième sur 9 tournois, seule équipe à faire les quarts de finale toute la saison. Je crois 7 demi-finales en 9 tournois, enfin bon, une performance exceptionnelle, tu vois? Hem, Derrière, tu arrives sur une campagne olympique plutôt réussie au final, on fait 5 ou 6e et bon, on 6e, est ouais, aux éliminé JO en quart, 2024. 6e sur les aux JO où tu perds en quart contre les Fidji sur un fait de jeu, tu vois? Ce qui est vraiment bon, ça arrive, hein, mais très discutable, mais bon bref, tu as des joueurs, je vois pas ce qu'on aurait pu demander de plus à ce tu vois, à ces joueurs, au staff, enfin et c'est dommage que la fédération soit partie dans ce sens-là. Après, Et l'évolution depuis 2020 quand toi tu arrives après l'évolution les JO, exactement. enfin c'est monstrueux la progression en 2 3 ans, c'est extraordinaire. Tu as beaucoup de potentiel, mais on sentait quand même venir. Ce qui se passe, c'est que quand tu repars une paire d'années en arrière, World Rugby veut, en fait, prendre le contrôle du set complètement. Donc World Rugby commence à mettre sa main sur l'organisation des tournois, sur, la gestion des voyages, des équipes, ce qui était pas nécessairement le cas avant. Et bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je veux pas, aller trop loin dans l'aspect politique de la chose, mais bon, c'est assez clair que World Rugby veut limiter ses pertes, en fait, financières sur le set, assez tôt. Et puis ça part sur des discussions, du coup, de réduction de nombre de tournois, et entre autres choses qui sont vendus sous l'aspect, en fait, c'est pour la santé des joueurs, mais en fait, c'est juste purement, économique, c'est-à-dire essayer de dépenser moins d'argent. Donc on sent que ça arrive. Il y a une réduction de tournois, il y a une réduction du nombre de joueurs qui peuvent participer.
On sent qu'il y a quelque chose qui arrive et puis la vérité, c'est que c'est un produit qui est, enfin le set, c'est merveilleux, quoi. Enfin, même comme outil de développement du joueur, la qualité technique, la vitesse, autant sur le plan physique que technique, hein. C'est un outil formateur, phénoménal et puis c'est beau, c'est du beau spectacle. Sûr. Mais c'est très mal vendu comme projet par World Rugby. C'est un projet qui est mal fini. C'est catastrophique. C'est-à-dire que, au départ, en fait, c'est la priorité, c'est d'emmener le World Series sur des endroits où les partenaires financiers, peuvent aller et «s'amuser» entre guillemets. C'est-à-dire un endroit où, bon, voilà, les équipes, les personnes ou les entreprises qui mettent de l'argent dans le set, peuvent amener Elles ont envie de faire leurs faire partenaires. faire la fête à Hong Kong et de se faire mousser, voilà, c'est ça qu'elles veulent. Exactement et du coup, on n'amène pas le rugby à 7 sur des endroits où il y a une vraie ferveur et une vraie passion. Donc en fait, sur la plupart de ces tournois, bah, tu te fais chier. Tu arrives, il y a personne, tu parles aux gens dans la rue, les expats, souvent, ils savent même pas qu'il y a un tournoi à 7 ce week-end-là. Tu vois, c'est juste mal fait, mal vendu. Tu vas sur des endroits chaque année où tu sais qu'il y a personne. Tu vas à Vancouver, tu sais qu'il y aura personne. Tu vas à Singapour, tu sais qu'il y aura personne. Et c'est dommage alors que tu vas à Londres, tu as 80 000 personnes qui viennent voir du 7. C'est un spectacle, phénoménal. Tu vas à Toulouse, quand, le 7 allait à Toulouse, c'est plein à craquer. Hem, donc au final, pour plein de raisons qui me dépassent, hein, World Rugby, je pense, comprend qu'au final, c'est une perte financière et il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute à ça. Ça, c'est mon opinion personnelle, hein, assez discutable, mais je pense qu'on paye aussi un petit effet, Dupont avec le 7. À savoir, les fédérations ont vu, si on peut ramener un des meilleurs joueurs à 15 sur une période olympique, on peut prétendre à une médaille et c'est vrai qu'avec juste 7 joueurs sur le terrain, si tu as 1 ou 2 joueurs exceptionnels dans ton effectif, ça fait une grosse différence. Sûr. Et je pense que les Un peu comme au fédérations, basket. un peu comme au basket, donc les fédérations ont vite fait 2 plus 2, à savoir, est-ce qu'au lieu de payer des joueurs à plein temps, et des staffs à plein temps, pour construire un projet à 7 sur le long terme, est-ce qu'on peut en fait juste réunir le talent sur une année olympique, le faire travailler ensemble comme Dupont a fait avec l'équipe de France, intelligemment d'ailleurs, et ça nous amène à une performance sur la campagne olympique et rebelote en fait. Ouais. Et je pense Tu qu'il y a un tu petit effet. tu recrées ton équipe en 2027, pour 2028 avec, Gibson Park, James Lowe, toute la Voilà, c'est clique ça, là, Hugo donc au Kinan lieu et c'est parti! exactement, c'est au lieu de financer en fait ce programme pendant plusieurs années, pourquoi pas en fait le financer sur une année Ah pré-olympique, les ouais. qualifier pour les JO. Je pense, hein, encore une fois, voilà, est-ce que c'est un peu une théorie du complot que je te propose là? Ou est-ce que c'est Mais non, vraiment mais ce qui se je passe? l'avais pas vu Je comme pense ça, qu'il c'est bien sûr, bien sûr. y a un peu de vérité là-dedans Et aussi, donc tu prépares 4 ans des joueurs que de toute façon tu joueras pas parce que tu amèneras 3 ou 4 internationaux, là, t bien sûr. et donc j'ai un peu malheureusement, j'ai un petit peu ce sentiment le 7 risque de devenir un vrai sport olympique. À savoir, ce qui se passe entre 2 olympiades, hem, personne s'intéressera réellement, tu vois? Et puis on se retrouvera tous les 4 ans. Ce qui est malheureux parce que le World Rugby, le World Seven, c'est un truc super et les gens qui sont, fans du 7, ça va beaucoup leur manquer, je pense, mais bon, c'est la direction politique du rugby aussi de nos jours avec le sport féminin qui prend beaucoup d'ampleur et tout ça, donc les fonds sont répartis différemment. Ouais. C'est la fin de ton aventure du coup en Irlande et c'est là du coup, on s'appelle en ce moment là, tu es à Auckland. Tu retournes du coup aux Warriors, dans un poste de prépa physique, du coup moins directeur de la perte dans le management, plus sur le terrain, et tu y es depuis cette année, hein, seulement il me semble, c'est ça, hein, Oui, 2024 ça du coup? depuis 2 ans. Mmh. Et alors déjà, comment ton retour s'organise? Tu me disais, je vois le lien parce que tu me disais que le head of Perth, il est toujours là. Ça, c'est la première question, comment tu y retournes? Et deuxième question, c'est quoi cette saison de dingue que les Warriors sont en train de réaliser? Écoute, pour le retour, ça se fait un petit peu toujours, pareil. Écoute, pour être honnête, je cherchais pas du tout de ce côté-là de la planète. Avec la famille maintenant, on avait plutôt en fait il me restait une année de contrat en Irlande. Donc pour remettre les choses complètement dans le contexte, quand, je finis moi du coup en août, j'ai une année encore sur mon contrat et pour l'instant, on ne sait pas, que le 7 va disparaître en Irlande, si tu veux. C'est une décision qui a été prise, là, il y a une paire de mois.
Donc l'Irlande a quand même eu une compétition toute l'année, a quand même fait le World Series toute l'année, donc on savait pas nécessairement que ça aboutirait à ce type de situation. Donc c'est pas un départ forcé à cause de la situation du rugby à Mmh. 7. Plus personnellement, je m'éclate au 7, mais en 2022, je fais 26 semaines à l'étranger avec 2 petits, une tu vois la famille, c'est dur. Le 7, c'est super, mais c'est dur. C'est très, très dur. Mmh. Physiquement, moralement. On en parlait avec un joueur à 7, qui est aussi sur le World Series là et qui me disait pareil, il me dit: c'est pas possible, je peux pas passer, 2 tiers de l'année à l'étranger alors que mon gamin il a 1 an et demi et qu'on se voit en visio, c'est pas possible». C'est ça, donc les mêmes problématiques, plutôt et donc dans l'esprit plutôt rapprochement familial, je me refocus plutôt peut-être sur Top 14, mais bon encore une fois, Bonne idée la heu, Nouvelle-Zélande, dans une idée de rapprochement. il y a quelque chose entre Top 14 et la Nouvelle-Zélande je pense, mais et du coup en finale, rien à voir. Pendant l'été, je discute un peu avec mon j'ai toujours été en bon contact avec Balin, c'est son nom, mon boss, aux Warriors et je sais qu'il cherche quelqu'un au mois de juin. Au mois de juin, j'y prête pas grande attention parce qu'on est encore en pleine préparation des JO. J'échange 2-3 messages avec lui plutôt, prise de nouvelles, mais pas trop sur le poste. On en parle un petit peu. Entre temps se passe, quasiment 2 mois. Nous, on fait les JO. Je commence même à préparer la pré-saison pour l'équipe d'Irlande et en fait, il me recontacte, au mois d'août, début du mois d'août, juste après qu'on soit revenu des JO et il me propose le poste. Donc là, bon, il me dit qu'ils sont passés par des candidats locaux, ce qui était la priorité du club à ce moment-là, mais pas convaincu, tu vois? Il aime bien mon style, de compétences, enfin, pourquoi pas recréer entre guillemets «la dream team de 2018». Ce qui est rigolo parce que, l'entraîneur en chef maintenant était un entraîneur assistant à l'époque où j'étais aux Warriors, qui est parti puis qui est revenu. Mon boss donc Balin est parti également en 2018 et est revenu en 2022. Donc tu as un peu ce côté, tu as plusieurs personnes dans l'organisation qui sont parties puis qui reviennent quoi. Donc c'est intéressant, c'est rigolo Ouais et puis et tu apportes quand même un côté, tu sais que les Warriors, ils devaient se réinventer. Tu peux pas continuer comme ça à p sous-performer. Donc là, tu apportes peut-être quelque chose, une autre vision, une autre approche, qui pouvait être aussi intéressante, quoi. oui, oui, exactement et puis écoute, au départ, quand il m'en parle un petit peu, hem, je me dis: «Bon, ça peut être un projet intéressant». J'en parle à mon boss à la fédération, donc Nick Wickelman. Nick Wickelman et Balin se téléphonent et à l'issue de cette conversation, Balin me rappelle, il me dit: «Bon écoute, faut absolument que tu viennes, Nick t'a vendu, il m'aurait fait acheter tout», tu vois? Donc c'était super de voir aussi, bon, qu'il y avait cette compréhension du côté de la fédé irlandaise Mmh. de pouvoir dire: «Vas-y quoi, c'est un beau projet, heu, va t'éclater» et puis là, j'en ai parlé avec la famille, bon, on s'est dit: «Pourquoi pas un contrat de 2 ans?» Et puis les Warriors, c'est l'équipe qui n'a jamais gagné la NRL, Mmh. si tu veux. Donc tu arrives dans une organisation qui n'a jamais gagné donc et qui est la plus suivie. Les Warriors, c'est stade plein tous les week-ends. C'est un engouement étant la seule équipe, en Nouvelle-Zélande qui participe à la NRL, tu as un engouement national. C'est C'est quasiment les All Blacks, les Warriors, donc tu as un niveau de pression au quotidien qui est bien au-delà de ce que j'ai pu vivre, dans mes ouais, bien autres, sûr. rôle, mais en même temps, tu as cet engouement, tu es porté, tu as tellement envie de faire quelque chose avec cette équipe, quoi. Donc Tu du coup, vraiment on ce en parle soutien enfin pour avoir vécu, excuse-moi, je te coupe, pour avoir vécu 2 ans en Nouvelle-Zélande, on s'en rend pas compte. Surtout que d'un autre côté, le Super Rugby est pas plus suivi que ça. Les gens, ils sont plus fans finalement du NPC que du Super Rugby. Mais alors quand tu as un match, des Warriors, c'est dingue. Moi qui vivais à Wellington, tu vois, loin d'Auckland quand même, là où ça joue, tu voyais tous les drapeaux et en effet, là, ça rejoint ce que tu me disais qu'il y a beaucoup de Samoans tongiens, tu vois? Tous les drapeaux tongiens, tous les drapeaux samoans avec le logo des Warriors. C'est dingue, il y a une émulation nationale qui est dingue. Ils jouent au Mount Smart Stadium, qui est un peu un terrain historique, à Auckland, le même que les Moana Pacifica et ouais, tu vois quand même la différence, d'engouement quand c'est les Warriors qui jouent. ouais, c'est top. C'est vraiment il y a quelque chose de magique à propos des Warriors. Il y a quelque chose de spécial dans ce club qui a toujours, en fait, sous-performé. Mmh. Il y a toujours eu tellement d'attentes, tellement de rêves, les supporters chaque année et puis chaque année, tu vois, il y a ça coince quelque part, il y a toujours quelque chose. Donc ouais, donc c'est vraiment une aventure, bien au-delà juste de la préparation physique ou
dans la vie tous les jours, même quand tu amènes tes gamins à la crèche où tu vois tout le monde est Warriors, il y a ce côté-là, bon, quand tu as fait une mauvaise performance le week-end, tu veux pas sortir de chez toi, quoi. Le Donc l c'est ça, c'est cool, quoi, et puis de leur côté, je pense ce qui les a, intéressés, c'est aussi, le fait qu'avec le 7, j'ai été beaucoup exposé au travail de vitesse, qui est une composante primordiale du rugby à 7. Et ça les intéressait beaucoup aussi d'avoir quelqu'un qui puisse venir et qui puisse prendre en charge le travail de vitesse, apporter un peu plus d'expertise parce que c'était un peu un point qu'ils avaient identifié, un point faible. Donc ça, mon profil en a bénéficié aussi en partie. Hem Ça va, et voilà, ça pédale sur le terrain, donc c'est plutôt pas mal. Ça voudrait dire qu'il y a un petit impact positif quand même, a priori. pour l'instant, j'espère, hein, tu espères toujours en prépa physique que ton boulot, paye quelque part, même si personne ne te le dira jamais. C'est ça. Hem, il y a Vous êtes troisième. Là, le comment ça se passe pour gagner un titre en NRL, pour que les gens comprennent? Tu vois, grosso modo, je crois, c'est 25 matchs sur l'année ou quelque chose comme ça, C'est et les ça, 8 donc les 8 premiers sont qualifiés pour un c'est pas des phases finales, c'est un espèce de tournoi, qui s'organise, et c'est là-dessus, et finalement, à part en parler en 2018, les et en 2023, s'il y a quand même une qualif en 2023, les Warriors n'ont même jamais été qualifiés, sur les 15 dernières années, à part ces 2 dates-là, dans le tournoi. Là, vous êtes troisième, vous êtes quasiment assuré d'être qualifié. L'objectif, c'est de la gagner, cette compétition? Ou c'est déjà de se qualifier? non, écoute, l'objectif, c'est de la gagner, hein, on va pas se cacher. Je pense qu'il faut avoir cette ambition-là. Comme tu as dit, les Warriors, c'est compliqué. C'est une équipe qui est arrivée en NRL en 1995, donc à un moment donné où la NRL a été un peu, réinventée. Ils sont arrivés en même temps que quelques autres équipes, mais donc ça fait un moment qu'ils y sont, 20 ans, heu sur ces 20 ans-là, ils ont fait 2 finales de NRL. Et ils ont fait, je crois, 4 qualifications, pardon, oui, 4 qualifications, dont les 2 dernières sont 2023, donc ils ont raté l'année dernière, ils ne sont pas qualifiés, et 2018, dont on a discuté, avant, donc beaucoup d'attentes cette année. C'est la meilleure saison dans l'histoire des Warriors. C'est 10 victoires sur les 13 premiers matchs. Hem, c'est, 3e. Alors maintenant, la NRL, c'est extrêmement compétitif. Mmh. Ça se passe sur 27 journées, mais chaque C'est 27, équipe non? a trois byes. Donc tu as Ouais. 3, journées où tu ne joues pas et où tu récupères, les points comme si tu avais gagné. Donc il y a ça à prendre en compte. Nous, on en a déjà eu 2, donc ça nous aide aussi. Mais la plupart des autres équipes en ont eu 2, voire 3 également. Donc ça ne veut pas dire qu'on est majoritairement avantagé, mais donc voilà, maintenant on est à la 16e journée ce week-end, donc on a dépassé un petit peu la mi-saison. Donc on est bien ancré dans ce top 4. Après la NRL, comment ça fonctionne? C'est extrêmement compétitif. Déjà, tu prends 2 points quand tu gagnes, 0 quand tu perds. Il y a pas de bonus offensif, il y a pas de bonus défensif, il y a pas tout ça, tu vois? Que tu perdes à 5, ça t'en fait ton différentiel, c'est tout. Donc ça veut dire que c'est encore plus dur si tu veux, parce que Bien tu peux sûr. pas récupérer un point ici, un point là, tu gagnes ou tu perds, c'est tout. Hem Au final, à la saison, donc comme tu l'as évoqué, les 8 premiers sont qualifiés, mais les 4 premiers sont qualifiés de manière à ce que la première semaine de finale se passe ainsi, en fait. Les premiers jouent les quatrièmes, les deuxièmes jouent les troisièmes. Les gagnants sont directement qualifiés pour les demi-finales, les perdants sont repêchés. Le cinquième joue huitième, le sixième joue septième. Là, il y a que le gagnant qui passe et qui affronte la semaine suivante les équipes qui ont été repêchées. Mmh, OK. Elles s'affrontent dans une sorte de demi-finale et les vainqueurs-là retrouvent les équipes qui ont gagné, leur demi-finale avant pour des vraies demi-finales et puis ensuite la finale. Donc c'est un système qui est compliqué. Il y a finir 8 dans les 8 premiers, mais il y a surtout finir dans les 4 premiers et Ouais, avoir cette seconde chance. tu as ce Ce qui est joker. le goal le but des Warriors en ce moment. OK. Hem, Pour vous rendre compte à quel point c'est compétitif, là, le club, là, en ce moment, qui est en feu, c'est les Panthers, les Penrith Panthers, qui sont quadruples champions en titre. Actuellement, ils sont 9e. Ils sont même pas qualifiés dans le top 8, pour vous dire l'homogénéité cette année du NRL. C'est quand même, assez dingue. En tout cas, on espère que ça glisse bien pour vous. On va suivre ça, hein. oui. Non, écoute, pour l'instant, la saison se passe bien. Après, encore une fois, les saisons ont des tournants. J'espère qu'on n'aura pas de tournant négatif cette année. En tout cas, on travaille pour, maintenir les joueurs, dans un bon état de performance. Pour l'instant, ça prend bien. Je trouve que même la vision sur les Warriors a changé. J'écoutais un podcast de Sean Johnson,
coup, légende bien sûr absolue de la NRL, mais aussi des Warriors, qui disait que même, il y avait des calls, des referees, des arbitres qui étaient souvent à la défaveur des Warriors et tu sens que maintenant ils sont plus de moins en moins arbitrés comme une petite équipe et que des trucs à la très, 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 très limite. Maintenant ça tourne un petit peu en faveur des Warriors sur des calls vraiment, décisifs et là tu vois quand même que vous êtes plus considéré comme un petit club. Oui, oui, c'est vrai. Après, il y a toujours cette c'est un peu marrant, je pense que les Catalans, les Dragons catalans vivent un peu la même chose en Super League, Mmh. pour les gens qui s'intéressent aux 13, mais étant l'équipe néo-zélandaise dans la compétition australienne, tu un petit peu en fait, tu fais un petit peu «tâche» entre guillemets, donc c'est vrai que les médias australiens, en général, on préfèrent que les Warriors fonctionnent pas trop, trop bien non plus. Ouais. Bien qu'il y a un tel engouement populaire maintenant et c'est un tellement beau produit, les Warriors, pas que sur l'aspect, sportif, mais c'est vraiment, les maillots qu'ils font, hem, le festival qu'ils font autour des matchs, enfin, c'est vraiment un super produit et il y a tellement d'engouement autour de ça. Et puis les performances cette année, on gagne des matchs couperets, c'est très solide, physiquement, c'est la 2e meilleure défense du championnat, c'est l'équipe qui complète, le mieux, donc en fait, ils finissent ces chaînes de tenue avec le plus haut pourcentage, donc ça montre une certaine maîtrise technique. Mmh. Hem Et puis ça fait un jeu qui est intéressant, donc cette année, on sent vraiment que comme tu le dis, peut-être ça s'équilibre un petit peu et peut-être que les médias australiens, sont un petit peu moins, défavorisants. OK, très clair. Les Est-ce que le nom aussi des Warriors, genre ça influence, l'engouement un peu? Tu as ce côté un petit peu, OK, on va partir à la guerre, on est les Néo-Z, mais on est aussi les Iliens, contre le reste du monde. Tu crois que ça joue un peu? Oui, bien sûr, tu as cette image des Warriors, il y a le nom, il y a aussi l'histoire derrière le club, et puis tu as tout l'aspect, culturel. Ils ont une espèce alors de pagaie qui est un emblème de la culture maori, Bien sûr, qu'ils amènent sur le terrain aussi avant chaque match, un petit peu comme tu peux voir je crois que les Néo-Zélandais le font à 7 aussi, bien sûr. hem, donc tu as aussi tout cet impact Les culturel. All Blacks à 15 l'ont fait pendant la coupe du monde, avec, Oui, le haka de Aaron Smith là, tout le monde a dit, exactement, j'avais oublié. ça. Pourquoi il a un Voilà, il bâton y a en bois? ça. Voilà, pourquoi il a un bâton? Enfin bref, c'était les commentaires en France un petit peu. Donc ouais, ouais, tu as vraiment cet aspect-là, spécifique culturel, Ouais. heu, qui apporte beaucoup et qui aide les joueurs à se transcender, Complètement, surtout les complètement joueurs, et qui est polynésiens. tellement important, en Nouvelle-Zélande. Cet aspect des Maoris, mais toute la culture ilienne. Le Nouvelle-Zélande a une histoire un peu compliquée quand même entre les Australie aussi d'ailleurs, hein, mais entre les colons et puis les locaux, les Iliens. Donc c'est vraiment le sport qui aide à réunir aussi ces communautés où par le passé ça a été un peu compliqué. Donc le sport a aussi une valeur comme ça même, sociale ultra importante. Il y a quand même beaucoup d'innovation. Pour changer de sujet juste, je vais essayer de te retenir pas trop longtemps encore, mais c'est tellement passionnant que Non, ça alors que ça pas que de ça souci, on a découle. pas un peu de temps. Je trouve que moi qui suis le NRL, alors je suis pas tous les matchs, hein, je me tape déjà de les résumer, des fois ça je fais comme je peux. Je vois tellement de choses, d'innovation qui se passe au NRL, surtout sur la dernière tenue, du ballon, avec des innovations assez dingues que je vois ensuite 1 an ou 2 ans plus tard à 15 en Europe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tellement souvent, genre à un moment donné, ces double bridge là, où tu avais un mec dans le dos, puis un mec dans le dos du dos, où ça jouait des doubles cuts dos. Ça, tu le vois depuis tellement longtemps en NRL et tu vois que maintenant, c'est venu au 15 et en Europe. Souvent, ça a une étape, ça passe d'abord par le Super Rugby, puis ensuite ça passe par le top 14. Est-ce que tu es d'accord? Et si oui, est-ce que là, tu vois des innovations en ce moment qui vont arriver, à 15? Bien sûr, alors totalement, le 15 a toujours récupéré ce que le 13 fait, avec un petit peu de retard, mais ce qui est bien, il y a beaucoup de transferts. Je vois que, Trent Robinson a passé beaucoup de temps, par exemple, avec l'équipe d'Angleterre à 15 pendant leur préparation à la coupe du monde. Michael Cheika s'intéresse beaucoup au 13. Il est très fréquemment quand j'étais aux Roosters, il était avec nous assez fréquemment Sûr. et je sais qu'il continue, donc il y a vraiment un intérêt, il y a vraiment un transfert. Je pense que ça vient du fait que le 13, c'est une vraie partie d'échecs. C'est un vrai gagne-terrain, c'est très structuré. Et puis tu affrontes une ligne, qui est quasiment, totale à chaque fois. C'est-à-dire que pour créer des surnombres, il te faut vraiment amener ça, tu vois? Sauf si l'équipe adverse fait une vraie erreur défensive, ça demande beaucoup de travail d'amener Mmh. ce type de situation-là. Ils appellent ça, arm wrestle. Hem, c'est la plus grosse partie du 13, c'est-à-dire que tu peux avoir des fois 7-8 minutes de temps de jeu
effectif où les équipes juste complètent leur tenue et en fait essayent de gagner un avantage terrain, par la qualité de leur, coup de pied et la qualité de leur rideau défensif, pour arriver à s'amener une situation où ils peuvent en fait après enchaîner sur des schémas de jeu qui leur permettent de marquer en fait. Ça demande énormément de travail de déstabiliser une défense parce que les défenses sont extrêmement organisées aussi. Je pense que pour un entraîneur de l'attaque à 15, c'est vachement intéressant de regarder comment en fait en structurant, les phases de jeu, en structurant 3-4 phases de jeu. À 13, tu peux en avoir jusqu'à 6, tu as 6 tenues. Je pense que c'est comme ça que les personnes à 15 regardent, en fait, sur 3-4-5 phases de jeu. Comment tu peux arriver, en fait, à dessiner un rideau défensif différent que tu peux ensuite Ma attaquer? Manipuler Hem, la défense, ouais, bien sûr, complètement. Exactement, voilà. Et tu as ce Donc côté où tu ce côté aussi où à la cinquième tenue, tu dois faire un break sinon tu rends la balle au pied et du coup tu as littéralement une chance. Alors tu l'as amené sur les 80 minutes, mais tu as vraiment une chance pour breaker. Et là, du coup, il faut faire des choses que tu vois pas ailleurs parce que les défenses sont prêtes. Il y a grosso modo pas de ruck à 13, donc tu es à 12 contre 12 dans la ligne 12 contre 12 dans la ligne défensive. Donc les courses doivent être travaillées et cetera. À 15, tu as moins ce côté, précipité, à moins que ce soit la 80e minute, mais tu es pas obligé de marquer en une action. Tu as ce côté à 13 où vraiment tu pas le choix, il faut que ça marque et ça marque maintenant et du coup ça donne ce côté où à 15 tu peux être un peu plan-plan et puis c'est pas grave, on refera des temps et puis on fera 35 temps de jeu comme l'Irlande, c'est pas grave. Donc tu as ce côté aussi, one chance, tu vois, qui change tout. oui, bien sûr et ici, ils disent beaucoup, en fait, tu joues dans un système, mais en fait, ils cherchent ce qu'ils cherchent, c'est des indices. Mmh. C'est vachement intéressant dans ce que tu veux, en fait, c'est quels indices la défense te donne et acter sur ces indices-là, en fait. Donc tu joues dans ton système, mais en même temps, tu joues en regardant ce qui se passe et au moindre indice, un mec qui est un peu, en retard, pour se replier ou, des choses spécifiques 13, tu es capable directement d'actionner donc Mmh. que de façon classique, peut-être tu fais tes 3 premiers tenus, c'est vraiment de la confrontation physique. Et puis sur le 4-5e, tu commences à bouger le ballon, mais en même temps, si tu repères un indice sur tenue 1 ou 2, tu es capable d'envoyer là-dessus, et c'est ça que les meilleures équipes font, quoi. Complètement. Et Tu vois des mais en innova termes d'en vas-y, vas-y, finis. non, juste en termes de système de jeu, c'est en constante, innovation, la façon dont les équipes attaquent et évidemment que quand tu réfléchis à ça et que tu regardes le 15 à côté, moi quand je regarde des matchs de top 14 de 15. Je vois que beaucoup d'équipes, elles fonctionnent encore avec le diamond shape, mais en fait, tu as 10 autres possibilités si tu veux en combinant les mêmes personnes et bien sûr, les staffs le savent et ça prend du temps à être, implémenté, mais je pense que c'est pour ça qu'on voit des de la recherche de compétences, qui est pas spécifique 15 mais un petit peu de 13 aussi, hem, assez souvent. Ouais, complètement. Le diamond shape, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un bloc de 3 qui est devant avec un mec dans le dos et ça joue autour de cette, base qui forme un espèce de diamant, c'est ça, on est d'accord? C'est ça, c'est ça. Hem, moi, j'ai cette image de l'équipe d'Angleterre. C'était quand ils étaient en feu 2015, c'est ça la coupe du monde avec, Eddie Jones, où le staff d'Eddie Jones, était, ou 2011 peut-être, je sais pas, où le staff était quasiment à l'intérieur, le staff technique était composé que de gens qui venaient du 13 et c'est là où tu avais des doubles cuts d'eau, des doubles trucs comme ça et là, c'était vraiment la révolution, mais qui venait du 13. Tu regardais la NRL un an avant, c'était ça. Eddie Jones, avec l'impact de la Super League et lui qui vient de l'hémisphère sud, tu vois des autres innovations qui arrivent comme ça à 15 que tu vois en ce moment là actuellement 2019 pardon. Tu vois des innovations qui arrivent actuellement, là en NRL que tu trouves intéressantes, qui devraient faire le parallèle? Je pense qu'il y a, pour pas trop en dévoiler, mais, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles les trésistes travaillent, notamment autour de la disons la chasse ou ce que tu fais en fait après avoir, effectué un coup de pied Mmh, sur ton rideau défensif et en fait la façon de gérer tes 2-3 premiers plaquages après en fait avoir fait, ce type d'action, je pense qu'il y a du transfert là à 15 si tu veux. On voit qu'il y a de plus en plus de jeux au pied, mais, pas que du jeu au pied haut et puis pour essayer d'avoir un duel et soit de récupérer le ballon sur ce duel-là, soit que les adversaires fassent une erreur, mais en fait pour, te positionner sur le terrain stratégiquement et comment en fait, organiser ta ligne défensive pour mettre la pression au maximum, une fois que tu as effectué ce coup de pied ou stratégiquement et comment en fait organiser ta défense. Le 13 est très fort là-dessus parce que c'est un aspect super important ouais. du jeu. Je pense que le 15 a quelques éléments de transfert à regarder ici. Hem, hem, sur les schémas défensifs, bah, je sais que les équipes défendent différemment, mais, heu, tu vois ici, ils ont, ce concept de,
de positionnement défensif qui est très intéressant, heu, où ils ont une position spécifique, donc on y travaille en préparation physique et ils y travaillent techniquement, c'est intégré. Ils ont une position très spécifique, je peux pas tout dévoiler, mais bon, ça peut, heu, au cas où, s'il y a un autre mec de la NRL qui écoute, je fais attention quand même, on sait jamais. Hem, Alors on est pas mal connu mais en France, je pense pas qu'on nous écoute très souvent en Australie, quoique. mais en fait, ce positionnement, physiquement pour pouvoir, en fait, voir le ballon à tout moment. C'est-à-dire que leur concept, c'est être capable de voir la passe, et de pouvoir prendre la décision sur intervenir sur le joueur peut-être qui t'attaque en lead, ou alors de pouvoir, en fait, te déporter, voyager sur le porteur du ballon suivant. Et ça vient d'une position spécifique qu'on travaille dans la préparation physique et qui travaille sur le terrain, en fait. Donc les mecs se mettent dans cette position-là à chaque fois. C'est étudié pour être optimal, pour pouvoir défendre des situations de 3 contre 2, 4 contre Ouais, 3, que les trésistes font. Alors des 3 contre 2, 4 contre 3, on en fait, 150 par semaine, tu vois, en séance. C'est vraiment les aspects, que tu essaies de reproduire sur le terrain. Donc il y a des trucs intéressants comme ça, je pense. En plus d'avoir ce que le 13 fait physiquement, mine de rien, je pense que il y a toujours un transfert sur le 15, au final. Le 13 étant, comme on en a discuté, une demande physique qui est énorme, différente du 15, mais énorme. Je pense que ce qui est fait, les tests qui arrivent maintenant sur le 13, les tests physiques, hem, de plus en plus d'équipes, par exemple, travaillent avec ce concept de réserve anaérobie pour, dicter le type de préparation physique que tu fais, au lieu de juste travailler avec de la capacité aérobie plus classique, et je peux donner plein d'autres exemples comme ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui viennent, en fait, de la nécessité de continuer à développer les joueurs physiquement, dans le 13, qu'il y a du transfert sur du 15, en plus des transferts tactiques et stratégiques. complètement. Complètement, 1000 fois d'accord. Je Est-ce que le joueur de 13 n'est pas le futur joueur de 15? Est-ce que cette espèce de joueur hybride, arrière, avant, costaud, rapide, avec des skills, qui remplit un peu toutes les catégories que tu pourrais imaginer d'un athlète, c'est pas finalement ce qui va arriver au rugby où tu vois, par exemple, sur les postes de deuxième ligne, ils sont de plus en plus longilignes et rapides, sur les postes d'ailier, sont de plus en plus massifs, tu vois? Un Freeman, des gens comme ça, c'est des machines de guerre, est-ce que, à part finalement le pilier gauche, pilier droit, mais du 2 ensuite et du 4 au 15, on pourrait pas avoir finalement que des profils là? Est-ce que ce serait pas la révolution du rugby à 15 sur les 10-20 prochaines années? Bonne question. Écoute, alors je sais pas, pour être honnête. Le 15 a quand même ses moments très spécifiques, une mêlée, une touche, qui quand même demande une capacité physique différente de ce que Bien les sûr. joueurs à 13 doivent faire. Mais dans la façon d'avancer, ballon en main, dans les capacités de vitesse, de coordination et surtout d'attitude au contact, heu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on voit bien que les trésistes de très haut niveau s'en sortent plutôt bien à 15. Oui. L'inverse pour le moment n'a pas été prouvé. Complètement, Hem, complètement et puis tu vois qu'avec des bancs en 6-1 maintenant, ils commencent à mettre des 3 lignes qui rentrent au centre et ça se passe plutôt bien parce qu'ils commencent à avoir des skills, tu commences à avoir des centres qui jouent en 3 ligne, ça se passe aussi plutôt bien donc ouais, ouais, tu sens mais qu'il y a une espèce d'évolution où ce serait quand même pas mal d'avoir des mecs qui sont bons et rapides et forts et costauds et devant et derrière et tu te dis: «Bah, pourquoi pas, en fait?» ce serait l'idéal, pourquoi pas? Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, la bedaine du pilier est pas obligatoire. Bon, ça après, je On pense a que oui, tu as besoin on d'être, a on en d'être rigole fort et d'être, on en et rigolait d'être avec lourd, Rabassi. mais Ouais, de ouf. On en rigolait avec Rabat Slimani, il me disait: «Ouais, je sais que je suis une espèce rare, hein, qu'il y en a parmi beaucoup». Dernière chose, le métier de prépa physique, surtout à haut niveau, le métier de prépa physique de base est déjà précaire. C'est quand même instable, beaucoup de gens qui se font STAPS, peu de gens qui ont du boulot, peu de gens qui sont bien payés pour faire ce boulot. C'est ultra compétitif, tu as 1 poste, 2 postes, 3 postes max, par club. Tu as par exemple 14 clubs de rugby en France, ça fait pas beaucoup d'emplois. Comment tu vis cette côté précarité, ce côté où tu es tranquille en Irlande, bah, merci, au revoir. Tu es tranquille à l'UBB, merci, au revoir parce que ça change de staff, l'autre il vient avec son autre staff et c'est normal, tu vois? C'est pas pour dénoncer ça, c'est une réalité. Déjà comment tu le vis et comment maintenant tu l'anticipes? Tu me parlais d'avoir un agent, je sais que maintenant les prépas physiques, de haut niveau sont, représentés. Comment tu navigues là-dedans? c'est pas facile. Voilà, faut c'est pas pour tout le monde, tu vois? Et pour être honnête, je sais que,
Si j'avais identifié, certains aspects de ce travail-là et si j'étais, de retour à l'université, si on était remonté en arrière, est-ce que j'aurais pas décidé de faire une carrière plus classique? Je sais pas. Je pense que non, au final, pour être honnête, parce que j'ai cette passion en moi et ça aurait été difficile à réprimer, hein, mais c'est pas pour tout le monde. C'est des métiers très difficiles, c'est difficile mentalement, c'est difficile physiquement. Quand tu as 2 groupes en muscu chaque jour, qu'il faut préparer la salle, il faut la ranger, et c'est beaucoup de pression aussi. Faut savoir quand tu vas dans ce domaine de la préparation physique, c'est ingrat, par définition. C'est-à-dire que dès qu'il y a un pépin, dès que ça joue mal, dès qu'il y a un pépin physique, c'est toi, c'est ton département, c'est que les mecs seront pas bien préparés, hem et de l'autre côté, quand ça a une saison J'allais super, dire, c'est jamais toi dans les médias et il y a rarement, si tu ça marche pas, c'est présent. toi, si ça marche, c'est pas toi. Voilà, donc je veux dire, c'est bien en France, il y a des gens comme Thibaut Giroud, par exemple, qui ont quand même un peu qui sont plus médiatisés et qui donnent une voix à la préparation physique et ça, c'est bien. Il faut que ça arrive de plus en plus, tu vois? Il faut que, c'est très important. Oui, ce sont des sports de skills et au final, avoir des joueurs qui ont des compétences techniques et un projet stratégique qui a du sens, c'est ce qui va délivrer la performance Ouais, optimale au final. Mais la base, c'est que tout ça, le stratégique, le technique, ça n'arrivera pas si le physique est pas solide à la base. Donc, le travail du préparateur physique, il est quand même indéniable. Si ça marche, si une équipe performe, c'est qu'il y a un bon travail qui est fait, tu vois? C'est pour moi, c'est certain. Hem, Quand ça va pas, c'est pas nécessairement que la préparation physique a été, nulle. Et parfois, tu peux avoir des mecs qui sont super physiquement, mais il y a d'autres contraintes. Il y a les contraintes stratégiques, techniques, il y a de la part de chance. la Donc c'est un politique. métier assez ingrat. Faut le savoir. En plus d'être précaire, c'est ingrat. Je te vends pas le truc superbe, mais d'un autre côté, personne dans l'organisation a ce à part les physios peut-être, a ce contact humain que tu as Mmh, l'opportunité d'avoir avec les joueurs au quotidien quand tu es prépa physique. Quand tu as les mains dans le cambouis toute la journée, les joueurs le savent quoi. Tu es là, chaque jour avec eux. Les joueurs les coachs passent pas, 15 du temps avec les joueurs que le prépa physique passe, tu vois? Sur une bien sûr. semaine cumulée. C'est toi qui es là aux échauffements, c'est toi qui es encore là quand ça fait de la récup, c'est toi qu'ils ont l'après-midi en muscu, ils en ont marre de voir ta tête alors que tu es en deuxième semaine de pré-saison, tu vois? Hem, mais ça, c'est top, c'est-à-dire que tu as Mmh, cette opportunité, en fait, humainement aussi d'accompagner un projet, et d'accompagner des gens dans des périodes qui sont importantes. Tu sais jamais, quelque chose qui te paraît anodin, une conversation qui te paraît anodine avec un joueur, peut-être que ça va être un moment dans sa vie ou dans sa carrière. Ça va être un moment déterminant. Et ça, je pense que ça vaut, tu vois, tout le reste. Hem, Penser une seconde que peut-être tu as pu accompagner positivement un joueur vers un succès tel que gagner une tu vois, une coupe d'Europe ou gagner une compétition de NRL ou juste en fait, avoir un nouveau contrat, pour plus d'argent, je pense que c'est vachement gratifiant. ouais, Au final, c'est ça qu'on fait, c'est de l'accompagnement, on fait du service, et il faut se nourrir de la réussite des gens que tu entoures. Je pense que c'est ça en fait, ce que tu récupères humainement et la valeur que tu récupères quand tu as un prépa physique. Après, je pense que c'est des métiers, soit en fait tu as la chance d'arriver dans une organisation et en fait devenir «un meuble» entre guillemets de cette organisation. Il y en a, j'en connais, ils restent 15 ans dans le même club, ils sont imbougeables et ils connaissent toutes les générations, tous les enfants des joueurs. Ils peuvent te dire, qui a couché avec qui pendant les 15 sur les 15 dernières années. Mais tout le monde n'a pas la chance, en fait, de pouvoir s'inscrire dans un projet aussi solide, donc il faut être aussi capable de bouger. Si tu veux aller dans la préparation physique à haut niveau, moi, je suis peut-être à l'extrême. Des fois, je me dis: «Bon, j'aimerais bien, rester un peu au même endroit, si tu veux, plus longtemps», mais il faut être ouvert d'esprit, c'est des métiers où maintenant, de plus en plus, tu es amené à bouger. Le coach change, le staff change. Avoir cette possibilité, cette ouverture d'esprit, maîtriser une ou 2 langues, être capable de s'exporter, je pense que ça aide un tout petit peu à balancer l'aspect précaire de la bien préparation sûr. physique. Bien sûr, bien sûr et je pense d'autant plus si tu as pas vraiment de contact, pas vraiment de réseau, tu as pas le choix. Va te mouiller un peu, va te mettre en danger à l'étranger, surtout si tu es jeune, tu as pas encore d'enfant, que tu es un peu libre.
enfin, faut y aller, faut se mettre en danger et les opportunités, elles s'ouvrent à ce moment-là. Et je pense que tu en es l'exemple, parfait et tu me parlais de performance des équipes, je pense que le point commun de quasiment toutes les équipes avec lesquelles on a parlé, c'est qu'à chaque fois, elles ont performé donc il doit quand même y avoir un lien, Pierre. Il y a je sais qu'il y a des managers de Top 14 qui nous écoutent, même des membres de staff, technique, médical ou physique qui nous écoutent. Tu me parlais d'un contrat qui dure 2 ans, du coup jusque 2026. Tu serais ouvert toi à l'idée de revenir en France, et en top 14? Tu parlais de rapprochement familial, tu parlais des enfants. Oui, oui, bien sûr, honnêtement, c'est probablement le là où on s'orientera. Après, encore une fois, mon expérience, c'est la ça te montre bien qu'à chaque fois que j'ai visé quelque chose, j'ai atterri à l'opposé donc mais oui, bien sûr, avec la famille, j'a f je suis extrêmement honoré et hem, tellement de gratitude d'avoir pu vivre ces expériences à l'étranger. Ça m'a énormément apporté. Mais pour des raisons familiales, mais aussi parce que le top 14 au final ou le rugby en France, c'est quelque chose, avec lequel j'ai grandi. C'est certain que de mon côté, il y a un attrait pour pouvoir, essayer d'exprimer le petit peu de compétences et le petit peu de vécu en préparation physique que j'ai accumulé, pour contribuer à un projet dans mon propre pays à un moment donné. C'est évident Ça tombe pas et dans l'oreille d'un sourd et de ceux qui nous écouteront. Hem, la question que je conclue à chaque fois l'épisode, est-ce qu'il y aurait un invité, intéressant que tu aimerais bien voir sur ce podcast, avec qui tu aimerais aller voir quelqu'un que tu connais bien, qui sort du commun ou qui nous apporterait quelque chose, tu vois? Toi, tu as une expérience extraordinaire. Est-ce que tu penses à quelqu'un? oh, il y a plein de gens, qui Ouais. seraient, intéressants à écouter, hein, mais si on Francophone, reste on pourrait le faire en anglais, mais francophone quand même. francophone, ouais, bah, si on reste sur le rugby, qui me vient en tête, j'ai, Mathieu Borel, qui est responsable de la performance des équipes de France féminines. Ouais, Ils sont en train de préparer une coupe du monde féminine et je sais qu'ils font un travail, phénoménal. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir une conversation avec Mathieu, je suis toujours impressionné par la qualité du travail, qu'il fait, peu là où il est passé, il a été au MHR pendant des années aussi. Mais là, je trouve que, le sport féminin étant un petit peu pas nouveau, mais a pris beaucoup d'ampleur, et en fait, ils préparent cette coupe du monde, d'une manière, je veux dire, ils ont pas à envier, je pense, comment certaines nations, ont préparé leur coupe du monde du côté masculin et je pense que ça serait intéressant d'en entendre plus sur comment ils ont adapté justement leur préparation à ouais, ce contexte féminin et transférer, une préparation physique, pour une population masculine à une population féminine et les challenges que ça apporte sûr. aussi. Bien sûr, avec Hem, les cycles menstruels, avec tout ça, et oui, c'est passionnant, bien sûr. je sais qu'il y a aussi, si on reste dans le rugby en France, Briac Poussin qui est à Bordeaux comme sport scientist. À Bordeaux, bon, c'est l'équipe que tu veux regarder jouer en ce moment. Ça fait du travail excellent, donc je pense que, Briac Poussin, au niveau de ce qu'il fait dans cet, espace, sport science, ça peut être intéressant. Je pense que Thibaut Giroud aussi, que je connais pas, moins personnellement, mais qui fait bien sûr un travail apparemment admirable avec Bordeaux et puis, on a vu les résultats avec l'équipe de France. Ça serait très intéressant de savoir un peu plus comment il travaille. Je pense aussi à Salim Aouich en réathlétisation qui est maintenant à Clermont, Ouais, avec qui j'ai travaillé à Bordeaux, qui est un mec super aussi et qui a eu une expérience au foot. Foot et rugby, c'est pas tous les jours qu'on a un physio qui a eu c'est clair. le vécu des 2 sports. Quelqu'un d'intéressant à écouter aussi et puis, il y en a tellement d'autres, on peut en faire encore une heure si tu veux. Magnifique, non, génial, ça me va beaucoup. Je te remercie beaucoup, Pierre. Là, il est 9h40 ici, donc il est quoi? Il est presque 20h chez toi, c'est ça? C'est ça, ça approche. Il fait bien Et nuit. ben, je te souhaite une bonne soirée. La journée commence seulement pour nous. Vraiment merci. J'ai tellement d'enseignements sur la différence de culture, sur le différence entre le 13, le différent code, le 15, le 7, voir comment rebondir, voir comment amener son message, voir la connexion. Enfin, je me suis littéralement régalé et je te remercie pour ça parce que je pense que c'est un épisode qui va beaucoup plaire. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super d'avoir cette conversation. Et puis de découvrir aussi ton podcast en parallèle, qui maintenant est sur, Spotify dans les favoris, qui va être écouté sur mon trajet, domicile-boulot maintenant, fréquemment. Ça marche. C'était super intéressant et puis écoute, j'essaye d'être une personne ouverte aussi donc si les gens ont des questions ou veulent me contacter ou discuter, c'est mon nom sur LinkedIn, sur Instagram, j'essaie de répondre et j'adore,
avoir une conversation, ça m'intéresse toujours, donc avec, grand plaisir. Génial, parfait, merci. On tient à conclure cet épisode en remerciant notre partenaire annuel Sporidi qui nous accompagne tout au long de l'année. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee que ça se passe, on vous met le lien en description. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. À très vite.